C'est encore un plaisir, madame, messieurs, de vous retrouver ce matin sur notre antenne avec le programme 10-12, le Zénith qui démarre à l'instant. Et merci pour votre fidélité reconnue et merci encore de rester présent, quoi qu'il en soit, jusqu'à 12h. Attention, qu'est-ce qui se passe véritablement avec les chefs dans la localité ou dans les localités en crise aujourd'hui dans le sud et le nord-ouest Cameroun? Les chefs confirment enfin qu'il y a insécurité dans ces localités puisqu'ils revendiquent aujourd'hui avoir la sécurité du Minepat pour pouvoir retourner dans ces localités, étant donné que le Minepat lui-même, il y a quelques semaines, avait tenu une réunion avec ceux-ci pour qu'ils puissent retourner dans les localités afin de mieux organiser, bien évidemment, les élections régionales en vue. Et on s'en souvient qu'il y a 48 heures de cela, le ministre Paul Atangandi était bien sûr ici à Douala avec les chefs supérieurs Sawa. Des choses se sont dites pendant cette rencontre. Qu'est-ce qu'on peut vraiment tirer en filigrane? Merci à vous, madame, messieurs, de rester présents sur notre antenne. On en parlera dans le cadre de 10-12, le Zénith. La grande famille, comme tous les jours, est au complet. Charles Amel Bachou, Dominique Ondé Oyengele, Karine Santia et Jean-Paul Chouniat, ensemble unis pour la même mission. Jusqu'à 12h, nous allons encore vous servir. Charles Amel Bachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour aux téléspectateurs. Un bonjour particulier à deux ministres. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et les ministres, disons-le comme ça, du Commerce et du Tourisme et des Arts et de la Culture. Pourquoi? Ils sont quatre déjà. Ils sont déjà quatre, monsieur Michel Ngachou. Nous avons 700 ingénieurs agronomes répertoriés qui sont confortablement installés dans des bureaux très loin de la terre. Comment un ingénieur agronome qui a réussi à faire des études, parfois subventionnées même par l'État avec des bourses, revient, au lieu d'être dans les champs, sur la terre, à travailler, se retrouve dans les bureaux. Idem de la même chose, où le ministère du Commerce, du Tourisme et des Arts de la Culture regorge en son sein 1500 enseignants du secondaire. Que font-ils là-bas? Point d'interrogation. Merci beaucoup. Jean-Paul Chouniat, bonjour à vous. Bonjour Michel, bonjour à tous nos millions de téléspectateurs. Karine Santia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs, bonjour particulier au chef de département sciences, département mathématiques de la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1 qui félicite une étudiante appelée Biabi Vondopol Kimberly Robles qui a réussi sa licence avec une très bonne moyenne. La mention, c'est bien. Donc, et le président de la République est à féliciter dans cette occasion, justement parce que c'est son homonyme. Son nom porte chance. En fait, c'est que son nom porte chance. D'accord. Voilà. Il faut saluer justement ce chef de département mathématique-là. Elle a fait de très grandes études. Voilà, c'est très grave. Allez, Dominique Audrey, bonjour à vous. Bonjour Michel Ngachou, malheureusement je n'ai pas ce nom porte-bonheur. Bonjour aux téléspectateurs et à toutes les femmes qui dans les prochains jours donneront non, tous nos enfants pourront s'appeler commencer à y réfléchir. Biabi Ngondo Paul. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez ajouter si c'est une fille. Oui, Paul. Oui, maintenant. Mais là, elle a tout le nom. Ce n'est pas nouveau. On a le chef de Kekem, dont tous les enfants portent le nom, les membres du gouvernement. Oui, le chef supérieur de Kekem, tous ses enfants portent le nom des membres du gouvernement. Voilà, chef supérieur de Kekem. Même ceux déjà partis du gouvernement. Oui. Donc, il y a le ministre de la Justice, le ministre de la maison. Donc, sa maison, c'est un gouvernement. Il a pris d'ancêtre, lui. Merci beaucoup. Merci. Parce que Jean-Paul Chouniat, si vous êtes quand même chef supérieur, chef supérieur, imaginez le gouvernement a 42 ministres. Bon, si il a 42 enfants et que chacun porte le nom. C'est un chef supérieur, il doit avoir. C'est parce qu'il avait aimé. C'est lors de ses obsèques qu'on a eu à découvrir cela. N'est-ce pas? Oui, découvrir que la majeure partie de ses enfants. Pourquoi vous riez? En tout cas, moi je ne sais pas ça pourquoi dépend de la relation qu'il a. Je ne sais pas pourquoi ça nous amuse.
C'est risible. Non, mais non, c'est qu'il a quand même tout un gouvernement à la maison. C'est normal. Attendez, il n'a pas créé de son famille, il n'a pas d'enfant. gouvernement une fois. Vous ne connaissez pas ces relations avec Oui, Oui, ses c'est pour ça que mais j'ai dit c'est qu'il a bon. tout un gouvernement à la maison. Est-ce que Ça non, veut il est à dire cause des noms? Dans sa famille, il n'a pas de relations Peut-être que c'est. particulières. Sa mère n'a pas de relation avec sa Peut-être que mère. c'est une pépinière de futur ministre de la République. Voilà. Surtout, Vous savez pas. Vous savez, Certainement. ils auront des lettres de recommandation. Ah, Pour entrer à peut-être. l'ENAM. Voilà. Allez, merci à vous, merci à tous, madame, monsieur. Vous connaissez les plateformes connues, nous vous les rappelons tous les jours. 10-12 le Zénith sur Facebook, Equinox TV pour ceux qui nous regardent en direct, ou encore au contact qui s'affichera au bas de l'écran. Laissez-nous bien sûr vos commentaires aux différents sujets qui seront évoqués dans le cadre de ce programme. L'histoire du jour, c'est une affaire de Dominique Audrey Oyengelek. Il s'agit de quoi ce matin? Avant de commencer à déclamer l'histoire de ce matin, j'aimerais poser une question à, je ne sais pas trop à qui, Charles Amel, Bachou, peut-être vous. Pourriez-vous aller vivre chez une femme sans payer le loyer? Un banteau. Ah, Le banteau, avant de prendre femme, construit d'abord maison. Un banteau, avant de prendre femme, vous construisez d'abord le lieu où vous allez la sécuriser. Vous aménagez son petit potager ou son espace d'élevage et vous prenez femme. En d'autres termes, tous ceux qui disent qu'ils sont bantous ne le sont pas. Le matin, Je l'ai pas aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pas de maison. C'est une L'histoire de ce conclusion à la matin, Dominique Audrey. Vous L'histoire de ne ce donnez pas matin- le nom de banteau à n'importe qui. Non, mais attendez, c'est un ils le nom disent. sacré. Ils le C'est disent. sacré. Évoluons, Vous évoluons ne sortez avec pas l'histoire les du jour de critères. Dominique Audrey. Oui, l'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'un jeune homme qui n'est certainement pas un bantou. Il dit qu'il a 8 ans de relation avec une jeune femme et ces dernières années, les 6 notamment, ont été les plus parfaites. Tellement parfaites qu'il a décidé d'officialiser la relation en allant procéder au toqué-porte et à la dot de cette jeune femme. Ils se retrouvent donc tous les deux à vivre ils sont dans le même quartier, dont chacun avait sa maison dans le coin, genre la fille vit ici, à la rue, là, Bonanquamois, et le monsieur, lui, là, au fond du couloir, là derrière. Donc, ils se voyaient, ils venaient chacun l'un chez l'autre et tout, mais ils avaient déjà procédé à la dot. Sauf que, à un moment, la jeune femme, elle a trouvé un nouveau job et elle a dit, avec un salaire encore plus grand, elle a dit au monsieur qu'il faudrait peut-être que tu penses à venir te rapprocher de moi. Il faudrait qu'on soit tous les deux ensemble, encore plus que c'est vrai qu'on se voit tout le temps, mais j'aimerais t'avoir encore plus près de moi tous les jours, tous les matins quand je me lève, tous les soirs quand je me couche, j'aimerais voir ton visage. Et le jeune homme lui a dit, bon, dans ce cas, trouvons une autre maison pour être ensemble. Elle lui a dit non, ma maison est suffisamment grande, donc je te suggère plutôt d'aménager simplement. On n'aura même pas à payer tant que ça le transporte, puisqu'il faudra juste transporter les meubles. On est dans le même quartier. Et c'est ce qui a été fait. Nous sommes là à 8 ans de relation. Les 3 premiers mois, puisqu'ils sont à quasiment 5 mois d'existence déjà sous le même toit, les 3 premiers mois, c'était vraiment doux. Vraiment hyper, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Sauf qu'un soir, alors qu'ils ont fini les galipettes, ils étaient là à discuter, le téléphone de la dame sonne. Il faut mentionner qu'elle a d'abord eu un enfant avant lui, Papou, appelons-le comme ça. Le téléphone sonne et la jeune dame de décrocher, oui, chez... Comment tu vas et ta journée? Tu ne m'as pas appelé aujourd'hui. Bon, le travail, c'était là. Pas grand-chose. Tu connais ma collègue Karine, là, non? Oui, elle s'est un peu chamaillée avec Charles Amel. Donc, c'était un peu ça, le round-up de la journée. Non, Papou va bien. Il a aimé la chaussure que tu l'as donnée la dernière fois et tout. Donc, c'était comme si c'était le mari qui était dans une autre ville. Lorsqu'elle termine son appel, le monsieur qui est couché à côté d'elle lui demande, mais attends, what is going on here? Son mari, son mari? Oui, son mari, puisqu'il a doté. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, mais c'est le père de Papou, non. C'est quoi ton problème? C'est lui qui paye le loyer, il s'occupe de Papou, il gère tout à la maison. Pourquoi tu t'en offusques? Est-ce que le fait que je dise huiché, ça veut dire qu'il y a quelque chose entre lui et moi? Non, ça ne veut rien dire. Donc calme-toi, reste tranquille, il ne sait même pas que tu es là. Donc pendant quasiment... Chez il avait dit quoi à la fin? Chérie, non, mon frère. C'est le Chérie, diminutif. c'est Dieu, chérie, vous voulez quoi? Oui, chérie. Donc, pendant sensiblement 3 mois comme ça, à des heures indues, je veux dire que les moments où il va avoir une certaine intimité avec sa promise, le père de Papou appelle. Et c'est lui qui s'éternise au téléphone avec elle. Et le comble du malheur, c'est que les activités de ce monsieur sont
totalement en berne, il ne fait plus rien du tout. Donc le père de Papou est leur mari à tous les deux. Comment donc comprendre cette situation? Quelle est la place des pères ou des mères des enfants qu'on a avant nos nouvelles relations? Et à côté de ça, aller vivre chez une femme, est-il conseillé? Michel Gatchou. Mais vous ne me la posez pas la question parce que moi, je vous passe la parole. Oui, merci beaucoup. Voilà. Mais en même temps, c'est assez... Vous pouvez répondre en même temps, vous êtes un homme, non? Mais écoutez... vous paniquez? Non, il n'y a pas de fierté à vivre chez une femme. Même si on est en difficulté. Il n'y a aucune fierté. Non, quelle que soit la difficulté. Moi, je pense que nous avons nos familles, nous avons les membres de nos familles. Peut-être pour nous qui en en avons, il est toujours bien de se rapprocher des membres de sa propre famille que de vivre chez une femme. Vous n'aurez jamais de fierté. Vous l'avez donné. Écoutez, c'est votre femme dans les logiques africaines aujourd'hui, notamment en bantou, même si je suis... vous appliquez le syncrétisme. Vous êtes à cheval entre l'Occident. La logique, c'est qu'il faudrait quand même ménager son espace à soi-même en tant qu'homme. Prendre son épouse ou sa femme ou sa petite et vous vivez ensemble. Mais vivre chez une femme, vivre sous le toit d'une femme, je ne sais pas comment d'autres le font, mais moi, Ngatchou, que dalle. Vraiment. Mais prenons quand même le point de vue de... Je vous en prie. Jean-Paul Fugate ce matin. Non, parce qu'en réalité, vous savez, il y en a qui nous regardent ce matin, oui. Et il y en a qui ont l'impression que nous allons parler des choses qui les concernent. Et il faudrait peut-être qu'ils soient assez vigilants pour écouter ce qu'on va dire. Mais qu'on sorte justement de cet entretien avec des leçons à tirer. Et c'est très important. Jean-Paul Fugate, votre point de vue ce matin sur l'histoire. Bon, quand vous dites qu'un homme va vivre chez une femme, par la suite j'entends parler de loyer. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est pas la femme n'a pas de maison. Elle n'a pas de maison. Entre une femme qui a bâti sa maison et que vous allez y habiter, ça c'est autre chose. Mais une femme qui est en location et que vous êtes ensemble, s'il vous plaît, vous êtes ensemble et que pour des besoins de commodité ou de facilité ou de rapprochement, ce qui peut vous amener à aller vivre chez la femme, peut-être comparer là où vous louez et là où elle loue, peut-être c'est plus aisé là où elle loue. Donc, puisque par après vous dites bien que c'est quand le monsieur n'a plus d'activité qu'on commence à lui manquer tout le respect. Est-ce que vous savez le nombre de couples où l'homme est dans la maison qu'il a construit avec ses propres mains, on menace de le mettre dehors? Oui, il y en a. Il n'a même plus parole chez lui. Donc ce n'est pas une histoire de dire que vous allez vivre chez une femme, ce n'est pas ça. C'est la façon dont vous vous comportez. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas caractériels. Ils n'ont pas de personnalité. C'est-à-dire que tout ce que la femme fait est bien et ils perdent de vue que la femme sait pertinemment que s'il y a une parcelle de pouvoir de 100%, dans cette parcelle de 100%, j'ai à peine 30%. Donc chaque jouet grignote des parcelles de pouvoir. Au point où vous vous retrouvez un jour, vous n'avez plus rien à dire dans ce foyer. Je dis bien dans votre maison. Donc, pour moi, le débat n'est pas au niveau de l'homme est allé habiter chez la femme, puisqu'il y a aussi des couples où l'homme est allé habiter chez la femme. Ça marche à merveille. Et surtout que là, il s'agit, je pense que le véritable problème, c'est au niveau de la contribution pour le bon fonctionnement de la maison. La femme lui reproche qu'il ne fait rien. La femme lui reproche qu'il est improductif. Donc pour moi, c'est là où se trouve le véritable débat. Si cette femme, à un moment donné, décide donc de mettre mal à l'aise l'homme en reprenant contact de fort belle manière avec le père de son enfant, ça veut dire que quelque part, cette femme n'a jamais aimé le monsieur. Elle ne l'a jamais aimé. Elle l'a certainement aimé, elle faisait semblant et simulait parce que elle avait vu que le bonhomme avait un peu, comme on dit au quartier, était capable de subvenir à un certain nombre de besoins. Donc, pour moi, je pense simplement que le fait déjà d'être avec une femme et que vous êtes improductif, rassurez-vous, on va vous manquer du respect. Ça, c'est une évidence. Et que même, on recommande même que quand vous êtes avec vos enfants à la maison,
évitez de toujours dire que non, vous allez donner il y a un peu de situation, allez voir votre mère, c'est elle qui donne l'argent. Et un jour, les enfants vous le diront que quand vraiment nous on était petits, c'est notre mère qui faisait tout, c'est notre mère qui nous inscrivait. Donc, les hommes qui disent souvent que bon, ils se contentent de donner l'argent à la femme et que la femme gère tout, c'est aussi très dangereux. Parce que quand les enfants réussissent, la première personne, si les enfants sont à l'étranger, la première personne qu'on fait voyager, c'est d'abord la mère. S'il y a un cadeau à offrir, c'est d'abord la mère. Donc, le père doit tout faire pour être aussi présent au maximum. Pourquoi ne pas prendre vos enfants, aller les inscrire? Ça demande quoi? Ça ne demande rien. Pourquoi ne pas veiller sur suivre leur évolution à l'école? Donc, vous devez, vous devez tout faire pour être assez présent autour des enfants. Donc, voilà ce que moi, je pense. Maintenant, ceux qui quittent et partent vivre chez la femme, la maison que la femme a conçue, ça, c'est un autre débat. Mais quand même, juste en quelques secondes, Oui. elle met l'homme mal à l'aise, elle échange avec le père de son enfant, Oui. et elle lui dit quand même à l'homme que ben non, calme-toi, tu n'as pas à t'agiter parce que la maison dans laquelle nous vivons, c'est lui qui la gère, et puis l'enfant... Comment l'homme devait se comporter devant une telle situation? Vous y dormez encore dans cette maison le même jour? Non, c'est pour ça que je dis que si on arrive déjà au niveau où elle vous dit, puisque vous êtes improductif, elle peut profiter, elle vous raconte même ce qui n'est pas vrai. Elle va toucher votre orgueil. La seule chose que vous avez à faire, c'est de partir. La seule chose, oui, parce que je ne sais pas comment vous allez... Donc c'est une façon subtile de vous demander de sortir de la maison. Mais exactement, Merci. vous devez vite comprendre. Très bien. Karine Sonti, à votre point de vue sur l'histoire de ce matin? Il s'agit d'un phénomène vraiment délicat parce que on a affaire à un couple quand même qui se connaît depuis 8 ans. C'est pas comme si c'était un couple de 8 jours. Et à un moment donné, si une des personnes réussit à avoir ce genre de comportement, ça veut dire que le problème, il est profond. Mais il faut se dire que dans cette histoire, on a là un homme qui est dépourvu de pouvoir, qui est dépourvu même de sa masculinité. Je ne sais pas si on pourrait même aussi questionner sa virilité dans cette question-là. Oui, je dis qu'on pourrait questionner sa virilité parce que je sais quand même que lorsque vous êtes dans une maison avec une femme, il y a des choses qui ne sont pas faisables. C'est-à-dire que si c'est la femme qui vous invite à rester dans cette maison, rassurez-vous qu'une des choses qu'on fait dans cette maison avec l'argent soit fait avec votre argent. Parce que dans cette situation-ci, il n'a pas pu asseoir son autorité et la femme en a profité. Vous vivez dans une maison où votre femme travaille, je ne sais pas s'il connaît son salaire, mais c'est une grande maison et elle paye de son loyer. Il y reste 5 mois, il ne travaille pas. Résolument, la femme va commencer à trouver que il n'est pas assez homme pour elle. Vraiment, il va devenir comme une charge. Et devenir une charge pour un homme, pour devenir une charge pour une femme, ça commence à devenir c'est dégradant. Déjà que vous-même, quand vous ne travaillez pas, vous vous sentez mal à l'aise. Imaginez quand vous ne travaillez pas et que c'est quelqu'un d'autre qui prend soin de vous, par exemple, ou que vous avez des petits revenus et que l'autre a des grands revenus et que ça impacte même sur vous. Ça devient vraiment dégradant pour lui. Et le fait même de rester encore avec cette femme alors qu'elle lui dit clairement que tu penses que la maison, c'est là qui paye ça, par exemple. Tu penses que quand on mange dans la maison, c'est qui rationne. Tu penses que quand je paye, quand je m'habille là, qui donne l'argent de mes vêtements par exemple, toutes ces choses-là concourent à montrer à cet homme qu'il ne vaut rien. Et je me demande comment il fait pour dormir dans cette maison. Visiblement, c'est un homme qui est paresseux, qui a accepté sa situation de chômeur et qui a décidé de s'y plaire. Ça n'arrive qu'à ce genre de personnes. Les personnes qui, comme je ne travaille pas, à tout le monde il va se plaindre. C'est-à-dire que ça fait 5 mois que je ne travaille pas. Vraiment, si ce n'était pas mes activités, si c'est qu'elle me parle comme ça. Avant, quand je touchais mon argent, elle ne pouvait pas me parler. Il reste sur place. N'est-ce pas quand je travaillais, chaque fois on sortait, chaque fois on faisait ceci. Maintenant, comme je ne travaille pas, tu me manques de respect. Il reste sur place. N'acceptez jamais qu'une situation que vous vivez prenne le dessus sur vous. Sinon, c'est toute la société qui va prendre le dessus sur vous. Et je ne sais pas s'ils ont les enfants, mais plus tard, si l'enfant de cette femme a déjà 10 ans, il va lui dire, tu restes à la maison tous les jours, pourquoi pas tu ne travailles pas?
il faudra qu'il se pose les questions. Ce n'est pas évident pour un homme de sa trempe de rester à la maison. C'est pourquoi vous voyez que à une certaine époque, il y a des gens que même s'ils avaient une activité, ils réussissaient à avoir une moto. C'est-à-dire, peu importe l'activité qu'ils ont, ils réussissent à avoir d'abord une moto. Ne serait-ce que pour l'accompagner à aller au travail et en rentrant, il peut porter une personne. Ça lui permettait d'avoir au moins 300 pour les beignets de l'enfant le matin. Ça change tout. Et dit, ça change tout que d'apporter 5 francs. Là, on ne pourra pas dire que vous ne foutez rien. Très bien. Dans cette maison-là, je vous assure que c'est lui la femme. Et c'est vraiment dégradant pour lui. C'est pas... Charles Hamel, un homme qui vit chez une femme, ne peut-on pas dire qu'il perd toute sa fierté lorsqu'il y habite? Et une femme également qui encadre un homme, entre autres, on le sait, ce qui est à l'homme est à la femme. Comment comprendre que ce qui est à la femme soit pas aussi à l'homme? Parce qu'il a accepté dès le départ plier la queue. Monsieur Michel Gachou, il a accepté dès le départ plier la queue. J'ai la 4, je le vois sur un tableau à 4 formes. Première forme, on n'épuise pas ses économies pour doter une femme. C'est une erreur. Et beaucoup de gens se retrouvent à ça. 4,5 millions. 4,5 millions, tel que supporté par Dominique Audrey sur ce plateau. Je ne peux pas épuiser mes économies pour te doter, pour rien au monde. Pour rien au monde, monsieur Michel Gachou, je le dis et je le pense. Une famille qui laisse un enfant aller racler ses économies pour aller doter une femme est une famille maudite. Parce que l'enfant doit se faire. L'enfant doit se construire. Je ne viens pas te doter pour après te nourrir avec l'eau. Je ne viens pas te doter après pour te soigner avec les bisous à la maison. Je ne viens pas te doter pour après me demander que je ferai comment pour m'acheter un pantalon. Non. En allant doter une femme, vous devez être prêt à assumer 2 personnes. La femme et sa famille. Vous devez être prêt. Oui, vous devez être prêt. Vous embrassez la famille de la femme, en fait. Enlevez le mot embrasser. C'est supporter. Parce que lorsque la femme sort de chez elle, on lui envoie avec un colis. Ça peut être une petite maman que vous devez prendre. Ça va être la maman qui va venir passer le temps avec vous. Ça peut être le beau-père qui peut venir passer le temps avec vous. Ça peut être le petit frère. Ça va être les 2. C'est 2 personnes. Mais je les prends sur 2 personnes que vous devez supporter. Vous avez des individus ici à Douala qui, depuis qu'ils ont doté leur femme, ils vivent là-bas en Colmitan. Ils choisissent un endroit, ils vont se perdre. On dit même qu'il y a des, ils ferment le téléphone. Parce que le gars ne peut pas assister. Oui. Les gars vivent dans une misère. Premier point. Le deuxième point, monsieur Michel Gachou, je crois quand même que quand on vit avec une femme, on pose certains préalables. Il y a une chose avec laquelle on ne joue jamais. Un homme ne devrait jamais jouer. Sa fierté. Déjà que je te demande, donne-moi de l'eau. Tu mets 30 minutes ou 3 minutes avant de me donner l'eau, c'est un problème. Personne ne dort. Je dis c'est un problème. Même quelle que soit l'heure, personne ne dort. Je veux faire un désordre dans cette maison cette nuit. Oui. Si l'homme n'affirme pas son autorité, ça ne sert à rien. Comment est-ce qu'un homme peut se déplacer? Vous avez vos moyens. Déjà, vous avez fini vos économies. Vous pensez vous refaire parce qu'il faut plaire à la femme. Pendant que vous faites plaisir à la femme, vous vous faites vous-même du mal. Vous décidez de quitter chez vous, votre confort, pour aller vivre chez une femme. Quel est le sommeil que je peux trouver même chez mon beau-père? Quel est le sommeil, la paix du sommeil que je peux trouver ça remet en question chez mon beau-père? Une question qui était posée ici hier, parce que on parlait de mariage, je pense que c'est hier ou avant-hier, on parlait de mariage. Lorsque vous arrivez dans certaines familles, le beau-père vous dit, bon monsieur, il y a le pain de terre là-bas, allez construire là-bas, le temps d'encadrer. Parce que même légalement, ça pose un problème. Même le pain de terre du beau-père, vous ne le prenez pas justement parce que... Monsieur Michel Gachou, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, pourquoi? Vous savez que votre beau-père en vous donnant, c'est pour un temps, le temps de vous faire. Mais justement, c'est pour un temps, le temps de vous faire. Mais sauf que, suivez. Non, je veux te prendre un instant. Il y a une histoire qui a défrayé la chronique au Cameroun. On ne va pas citer le contemporain parce qu'il connaît tout le monde, qui a épousé une femme bien connue en tant qu'ancien footballeur, ancien gloire du football camerounais. Et parce que le beau-père lui a donné un terrain. Et il a érigé sur ce terrain justement un immeuble. Et le jour où il y a eu une altercation de sa femme et lui, le beau-père lui dit, porte ton immeuble, va-t'en. C'est différent. Là-bas, il avait les moyens de sa politique, mais il a choisi d'aller se faire vassaliser. Il avait les moyens. Mais c'est comme même la belle famille n'est pas sérieuse. Nous parlons, monsieur Michel Gachou, de quelqu'un. On dit on n'investit pas dans sa belle famille.
on n'investit pas dans sa belle famille. Mais vous avez dit qu'il y a des gens qui ont cherché leur village. Tout investissement fait dans votre belle famille appartient à votre belle famille. Ça ne vous appartient pas. C'est bantou. Pour un jeune garçon qui n'a rien et que le beau-père prend sous son aile, il y a des familles, moi j'ai des oncles qui ont été élevés par leur beau-père. Mais lorsque le gars arrive à l'âge de maturité, il dit, papa, je te remercie de m'avoir fait, j'ai acheté un petit lopin, j'ai construit ma maison, je vais ramener ma femme désormais chez moi. Je te remercie. La maison, si je la donne à tous nos enfants ou à tous ceux de la famille qui vont pouvoir se chercher, je m'en vais. Il abandonne la maison et s'en va. Même le beau-père te le rappelle. Même le beau-père te le rappelle. C'est une case de passage. Il faut faire très attention. Donc, déjà que vous êtes en train d'aller avec une femme, le premier jour, la femme vous dit qui paye cette maison. Tous ceux qui ont dormi chez des femmes se sont réveillés 6 pieds sous terre. Je dis tous ceux qui se sont essayés à dormir chez une femme se sont réveillés 6 pieds sous terre. Quand je dis réveillés, c'est pour que vous compreniez. Et on peut citer des journalistes aux avocats, en passant par les hommes d'affaires, tous ceux qui ont passé une nuit. C'est à 2 heures que le vrai propriétaire vient toquer que je suis là. Il dit, tu es avec qui? Pourquoi tu tardes d'ouvrir? Ça, c'est surtout un homme ne doit pas se risquer à dormir chez une femme. Autre chose, les charges fixes de la maison sont de la responsabilité de l'homme. C'est l'homme qui s'occupe du loyer, c'est l'homme qui s'occupe de gérer les factures, c'est l'homme qui gère la santé, c'est l'homme qui gère l'école, l'éducation de l'enfant. La femme prend des choses basiques, les habits, payer les habits, les slips, les sous-vêtements, la nourriture. Non, la femme ne paye pas le câble. Quelle femme va payer le câble? Elle connaît juste vous appeler quand on a coupé le câble. Elle ne paye pas le câble. Quand on coupe le câble, quand elle regarde son émission, vous allez souffrir. Votre téléphone, les messages, WhatsApp, vous allez être mal à l'aise. C'est quelle histoire, même là où tu es parti nous abonner. En fait, passons, ce n'est pas ça le sujet. La femme s'occupe des décos. Les décos. Pardon? Ça va me bousculer rapidement, je t'en prie. Bousculer rapidement, s'il vous plaît. Fais tout. Non, le dernier point, c'est le téléphone. Je pense quand même, monsieur Michel Ngachou, que vous ne pouvez pas être couché sur votre lit avec votre femme. Au moment où vous devez échanger, vous laissez le téléphone à côté de vous. Dans des couples sérieux, le téléphone s'éteint à 22h. Oui. 22h au maximum, à 22h, on doit éteindre le téléphone. Pour d'autres, c'est à 20h qu'on doit arrêter le téléphone. Même si je n'arrête pas le téléphone, je l'abandonne au salon. Appelez comme vous voulez, je ne vais pas décrocher le téléphone. Même si ça sonne, que j'ai oublié la chose, je ne vais pas décrocher parce que cette heure, c'est une heure où je suis censé discuter avec mes épouses, c'est une heure où je suis censé discuter avec mes enfants. Je n'ai pas le temps, quel que soit. Si même vous voulez m'appeler quelqu'un qui est mort, je ne vais pas le réveiller. Très bien. Donc, voilà une femme qui se prête à ce jeu et l'homme accepte. Il accepte de jouer à ce jeu. Malheureusement pour lui. Malheureusement. Donc, je crois que ces 4 points ont démontré qu'il a laissé la femme. Merci beaucoup. Dominique Audrey, votre point de vue justement sur cette histoire qui fait parler pratiquement tous les hommes ce matin qui nous regardent en même temps. C'est bizarre que M. Mbachou change d'opinion aujourd'hui. Parce que, rappelez-vous, il y a la jeune dame qui a raconté son histoire dans laquelle elle disait qu'elle a pris sur elle de prendre soin d'un homme pendant 2 ans. Et même pas 10 francs, celui-là ne lui a donné en face. Et ce jour-là, M. Mbachou de nous faire savoir que c'était simplement des cadeaux et qu'on ne va pas empêcher qu'une femme fasse des cadeaux, même si j'avais estimé ce jour-là que c'était un gigolo. Quand je l'ai dit, je dis aujourd'hui que l'égalité des sexes, à mon sens, l'égalité des sexes, à mon sens, implique l'apport de chacun dans le couple. Ça, c'est un angle sous lequel je vois l'égalité des sexes. Tous les jours, on dit ici que une femme dans un couple doit avoir un apport financier dans un couple pour qu'il y ait une certaine égalité, un certain respect. Ça part de l'éducation que j'ai reçue. Malheureusement, cet homme, c'est un homme faible, un homme paresseux. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer d'enjoliver la situation, de le couvrir de rose pour dire vraiment le pauvre, il a doté sa femme et il n'a plus rien eu. Il a doté cette femme à combien? 300 millions? Non, je ne pense pas. 4 millions, c'est ça. Après la dot, je crois qu'il a quand même eu 8 ans. Après la dot, même si c'est 4 millions, oui. Après avoir donné les 4 millions, il y a eu 2 ans pendant lesquels il a travaillé. Qu'on rassemble en 2 jours, 4 millions et demi. Il a eu 6 ans pour le faire et il l'a fait. Et il a travaillé 2 ans. Mais qu'est-ce qu'il faut d'attendre de 6 autres années? Charlamel, c'est simplement, moi j'ai l'habitude, hein. C'est simplement un homme qui ne sait pas s'organiser dans sa vie. Malheureusement. Il est tombé sur une femme qui lui a dit « Moi, j'ai un travail et j'estime que tu pourrais te rapprocher de ton travail en venant vivre avec moi. » Un homme normal, un homme d'honneur, un homme plein de fierté, il lui dit « Je paye tout. »
La femme aujourd'hui, Mais puisqu'il n'a pas ces possibilités. pendant Il est 2 pas ans, Non, il a payé dès le départ. C'est pas le jour qu'il Pendant entre à la maison 2 ans. qu'il a Non, payé. puisqu'il est avec la Il fille payait, maintenant. non. Même c'est- si la non, maison, quand c'est il est entré, il a 42 000. payé. C'est après qu'il a perdu. c'est Elle un, a c'est- il va nous c'est un- le c'est dire. un homme paresseux parce qu'il se couche à la maison. Il attend que madame, en rentrant du travail, passe à la boulangerie acheter des pains au lait. Et elle lui ramène du café, elle lui ramène du pâté. Et il se lève le matin, il s'assoit devant le Zénith, il charge, il tartine son pain, il s'assoit, il mange. Le premier enfant Le d'une soir- femme, c'est son mari. C'est ça. Le premier enfant d'une femme, Bah, c'est qu'ils son mari. subissent Il donc. va dormir. Qu'ils subissent. Il va se comporter comme un enfant. On traite donc les enfants de cette façon. On appelle toujours le tonton qui va les ramener à l'ordre. Et le père de Papou, puisque vous estimez qu'un homme qui dote une femme, qui fait des choses à une femme, est un enfant, on va donc le traiter comme tel. Qu'il continue de rester dans cet état-là. Le père de Papou aujourd'hui paye le loyer de son fils. Le père de Papou loue la maison pour que son fils ait un toit. La femme a sa Et ce raison. n'est pas pour cet homme-là. Il Si entretient la mère de Papou. S'il avait considéré Papou comme son enfant, il aurait dit à sa fille, moi je n'ai même pas besoin qu'il paye la maison, je suis avec toi, je suis le nouveau père de Papou, je paye. Où est passée sa famille pour l'aider? Où est passée sa famille pour le conseiller? Qu'il ne se cache pas derrière la dot pour dire que oh, j'ai tout investi dans la dot et mon entreprise a fermé. S'il avait même dit que c'était à cause du coronavirus, il aurait été un peu plus crédible. Donc c'est un homme qui doit sortir travailler comme tous les hommes normalement constitués. Et Mais ça, c'est quel une est- bonne quel est attitude. quel est justement l'emploi à même, qui soit à même justement de Si- faire aujourd'hui s'il ne se pour fait pas pouvoir, recruter, il pour part pouvoir chercher payer lui-même. le loyer forcément à la hauteur ou au montant qui leur est imposé. Qu'il apprenne même à faire la moto et qu'il voit quelqu'un qui va lui donner la moto pour qu'il travaille la nuit. Ou bien qu'il travaille dans la journée. la Qu'il nuit. prenne un taxi avec qui il va apprendre à travailler, il va faire le tour de la ville, il va travailler durant la nuit ou bien il va travailler dans la journée. Qu'il aille dans une station, qu'il aille laver les voitures, qu'il aille dans les fabriques de parpaings. Je crois que c'est 2500 là-bas par jour. Est-ce que la femme qui a un statut bien connu, Elle a un statut. est-ce que elle- permettez, est-ce que la femme qui a un statut bien connu, est-ce que les femmes qui sont aujourd'hui complexées pour la plupart Oui. accepteront justement de dire bon d'accord je suis bien situé, mais l'homme qui dort derrière moi c'est un laveur de voiture, c'est un pousseur, L'homme qui dort c'est un derrière motomane, moi. oui. L'homme qui Michel. dort derrière moi. L'homme derrière qui je dors en fait. C'est l'homme qui dort derrière moi. C'est donc. quoi être un homme? C'est l'homme qui décide. Moi, je vous ai dit, je donne plus de valeur à un homme qui travaille 20 000 par mois, qui me respecte, qui a de l'honneur, qui a des valeurs, qui sait ce qu'il vaut en tant qu'homme, qu'un homme qui aura 1 million, qui va me traiter comme un Et marché, il va te doter qui à 4 sera une millions et demi, Et il charretière. va te donner à 4 millions et demi. Comment? Il fera ça comment? Madame Bobo. Non, Vous on a très peu de temps juste sur la attends, même. je- On a très peu de temps. Vous savez, monsieur Michel Gatcho, parfois la télé fait en sorte que on dise des choses à la télé. Pourtant, dehors, dans l'homme, ce n'est pas ce qu'on fait. Non, je vous le dis. On a très peu de temps. Pourquoi? Non, monsieur Michel Gatcho, comment est-ce qu'il apprend que le père de Papou injecte l'argent dans la maison? C'est à 23 h quand elle est au téléphone. Qui finit à la cour et dit hey, tu ne connais pas que c'est le père de Papou qui paye ça. C'est quel genre de relation ça? Mais c'est à vous que je pose la question. Vous faites 8 ans femme et ne c'est l'a comme jamais ça, aimé. cher. La femme ne l'a l'a jamais jamais aimé. aimé. C'est La femme après ne l'a la jamais conversation aimé. téléphonique qu'il découvre la réalité. Vous avez des hommes ici qui sortent avec des femmes et lui disent je ne vais jamais t'épouser, on fait ce qu'on veut, trouve un gars avec qui tu vas vivre et tout, mais que notre relation continue. Ça peut être cette configuration. Mais informe le gars avec qui tu vis. Elle ne l'est pas informée. C'est après un coup de fil qu'elle apprend que le gars apprend que hey, là où je vis, il y a quelqu'un qui Elle le paye. méprise. Là où je vis, non, monsieur Michel Elle le Gatcho. méprise. La Non. femme ne l'a jamais La aimé, relation parce avec que le père de ce que vous êtes en train de l'enfant. dire là, ce que vous êtes en train de dire là, il y a des femmes à qui des hommes proposent ça, elles Oui. refusent. Elle refuse, oui. Elle refuse. Donc je dis, la femme ne l'a jamais aimé. Non. Il doit Elle le a comprendre. accepté la Mais dot. c'est Non, elle a été réel, très hein. méprisante. Et même La réalité c'est aujourd'hui, c'est que Elle est lorsqu'une femme ne vous méprisante, aime pardon. pas vraiment et que vous vous rendez compte qu'elle ne vous aime Il pas, faut le laisser. Débarrasser laissez le plancher. débarrasser le plancher. Oui. Ne forcez aucune relation, Allez travailler. quelle que soit la relation, ne forcez pas. Parce que quand vous forcez, vous souffrez après. Et Même vous si êtes je n'ai le pas malheureux, travaillé, je ne justement. reviens plus. Oui, allez travailler. Vous Même si je imaginez. n'ai pas travaillé, je ne Mais reviens très plus. souvent- mais allez très souvent- travailler. mais très souvent, on dit que l'homme qui est amoureux est malheureux. On ne le conseille même pas. Oui, il est malheureux, l'homme qui est amoureux. Moi, je ne sais pas comment on le fait, on l'explique. Et même quand on est amoureux, Mais est-ce qu'on devrait un exprimer amoureux ça? paresseux doit forcément Non, ça, être ça, malheureux. donc- ça vient seul, Michel. Voilà. Un Merci. amoureux paresseux doit être forcément Merci à vous. malheureux. Allez, c'est des sujets en même temps qui peuvent énerver, qui énervent en même temps pas mal de personnes qui nous regardent ce matin. C'est des sujets qui énervent aussi des femmes qui nous regardent et qui ont à la maison des hommes qui sont certainement à l'image de celui que nous caricaturons sur ce plateau ce matin. C'est colérique en même temps. Et parlons bien sûr d'énervement, de colère. Charles Amel Mbattu, dans un instant, madame, monsieur, reviendra nous parler d'un sujet qui est assez énervant
Il est très en colère sur le sujet. Merci de rester des nôtres. Je m'interroge ce jour sur la question de la décrépitude avancée des infrastructures datant de l'époque, bien avant la construction même du Palais de l'Unité, infrastructures sportives, centre de l'excellence de la CAF, camp de l'Unité et que sais-je encore. Opérationnel depuis 2010 pour ce qui est du centre de l'excellence de la CAF dans ce pays, inauguré 4 ans après notamment le 5 mai 2014, le centre est construit sur 23 hectares qui comprend 3 terrains de football dont 2 en gazon synthétique, des terrains de handball et de volleyball, une piscine olympique, des salles de conférences et de réunions, et un hôtel haut standing qui semble être à ce jour l'ombre de lui-même. La piste a été envahie par des ronces. Désormais, c'est des poissons qui nagent dans la piscine olympique. Comment sont-ils arrivés? Allez le savoir. Ils ne sont pas seuls dans cette piscine. Il y a des têtards et des nénuphars qui les ont retrouvés. Et ensemble, ils mènent une vie harmonieuse. Que fait le ministère des Sports, qui devrait assurer la gestion au même titre que les différents stades de football, le palais des sports de Yaoundé et les différents parcours Vita? Allez voir ces infrastructures sportives, vous n'aurez qu'une seule envie, vomir. Parce que les parcours Vita font honte. Le palais des sports de Yaoundé fait honte. Il coule à l'intérieur de l'eau et pas des moindres. Comment comprendre que le centre d'excellence de Mbankomo, qui demeure propriété de la CAF et placé sous la supervision locale de la FECAFOOT, soit dans un état de délabrement avancé qui donnerait l'impression qu'aucune maintenance n'y a été faite, mieux effectuée depuis des années? Peut-on concevoir qu'à la veille du CHAN 2021 et de la CAN 2022, le Cameroun laisse cette infrastructure à l'abandon, s'occupant des routes, s'occupant d'autres espaces, mieux que cette structure censée accueillir les joueurs? Comment comprendre l'incapacité pour sa direction d'assumer certaines charges de fonctionnement en raison d'une absence totale de revenus liées, disent-ils, au séjour des joueurs? Pourtant, la CAF s'est désengagée depuis 2017 de la gestion directe du centre. Faites-y un tour pour apercevoir que les herbes vertes y ont fait leur nid avec tout ce qu'on reconnaît. Comment marcher dans le centre? Ce qui attire immédiatement l'attention, c'est l'herbe qui envahit les allées et les terrains d'entraînement. La plupart des installations sont en mauvais état et doivent absolument être réhabilitées. Entre des salaires impayés depuis plus de 7 mois, et je pèse mes mots, salaires impayés depuis plus de 7 mois, absence de budget de fonctionnement, surexploitation, mauvaise gestion, le centre d'excellence de Mbankomo sombre dans une décrépitude préjudiciable pour le développement du football local. Rien n'a été fait et comme le complexe Marc-Vivien Fou en Como, cet édifice va en décrépitude progressivement, même si le ministère des Sports, lors de sa dernière visite, a prescrit une seule recommandation, défricher les différents espaces. Que dire du camp de l'unité? Le camp de l'unité dont la décrépitude est prononcée à plus d'un titre. Ce qui reste de la toiture, ce ne sont que de vieilles tôles rouillées, rafistolées de toutes parts et flottant au gré du vent, qui peinent à supporter ce qui fait office de charpente. À l'intérieur, les clichés sont plus écœurants, à les défoncer. Murs et poteaux de soutènement en décrépitude avancée, bancs recouverts d'épaisses couches de poussière, sales et surpeuplés, se repartissant dans l'espace comme des souks et des bazars dans un marché.
C'est un vestige que viennent quotidiennement, ou c'est sur ce vestige que viennent quotidiennement s'entraîner les boxeurs et les tireurs issus des différents clubs de la région. Ceux-ci sont alors à la merci des blessures, des fractures et autres traumatismes que peut à tout moment provoquer ce matériel incommodant. Pourtant, en son temps, un général d'armée a voulu restructurer tout cela. On lui a dit, tu n'as rien à faire ici, dégage, c'est nous qui mangeons. Je tiens à rappeler que le camp de l'unité, lui, date d'avant la construction même du palais, parce que lui, c'est un vestige. L'ancien président avait misé tout sur la question du sport. Construit avant le palais de l'unité d'Igège, l'un a donné de grands champions. Nous avons eu Joseph Bessala, nous avons eu Dongo Mbanga. Faites donc un tour dans les différents camps de boxe. Allez ne serait-ce qu'ici à Douala, plus précisément à Nebel. Vous allez voir ce qu'est devenu le camp de boxe pour comprendre qu'au fond et au finish, ce qui nous intéresse, c'est construire les stades. Et on comprendra bien sûr la colère que vous exprimez ce matin, Chalamel Bachou, concernant ces infrastructures sportives qui sont abandonnées pratiquement et qui aujourd'hui ne disent rien à qui que ce soit. Même si vous ressortez ce matin avec une question qui est plus qu'interrogative concernant le cas du centre d'excellence de Bankomo qui, à grande pompe, on a fait toute une batterie de communication lorsqu'on l'installait. Mais on est quand même, on va se demander, ici ce matin, Jean-Paul Chuniat, est-ce que c'est le Cameroun qui fait problème, pour parler notamment de ce centre d'excellence de la CAF, ou c'est la CAF en elle-même qui ne peut même pas gérer ce centre-là? Comment comprendre ce qui se passe là-bas? Non, je pense que dans la question de la décrépitude des infrastructures citées par Charamel, il faut bien faire le distinguo entre les infrastructures qui sont les propriétés du Cameroun et le centre d'excellence de la CAF qui est une propriété de la Confédération africaine de football. Évidemment supervisé par le Cameroun. Oui, supervisé. Quand vous donnez un rôle de supervision, puisque les salaires là-bas, l'entretien, l'argent venait de la CAF. Donc c'était pas une propriété camerounaise. Du moins nous en profitions, même si le Cameroun supervisait, veut dire que le Cameroun assurait la sécurité. On peut le dire ainsi. Donc, ce centre avait été, il y en a comme ça 4 en Afrique. Et ce centre, donc le Cameroun avait évidemment bénéficié de ce centre. Évidemment, quand notre compatriote, Issa Ayatou, était à la CAF, et il fallait bien lui demander une infrastructure de telle envergure, que cela soit implanté ailleurs. Donc, ce serait un peu ne pas respecter la logique qui voudrait que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, mais n'empêche, les équipes qui venaient s'entraîner là-bas, les équipes nationales, certaines équipes nationales comme les Simba de la République démocratique du Congo, les étalons du Burkina Faso, l'équipe de football féminin sud-africaine. Ça, ce sont des recettes qui sont reversées au compte de la CAF et non au compte de l'État du Cameroun. Donc, c'est une infrastructure de la Confédération africaine de football. Quand Ahmad Ahmad arrive, il décide de geler, il gèle les fonds qui étaient alloués à l'entretien de cette infrastructure, au paiement du salaire du personnel de ce centre. Donc, il ne revient pas au Cameroun de prendre en charge ce centre, l'entretien et payer les salaires, parce que c'est une propriété de la CAF. Donc, c'est un peu comme si quelqu'un décide d'abandonner sa maison. Il a acheté du terrain chez vous, je dis n'importe quoi, il a acheté du terrain chez vous, il construit sa maison, il abandonne. Et vous venez entrer, vous dites que non, vous allez assurer la maintenance et le bon fonctionnement de la maison, les domestiques et tout le personnel de la maison qu'il abandonne. Vous décidez que vous allez prendre ça en charge. Non. Donc, je pense simplement qu'on se pose beaucoup de questions. Pourquoi le président de la CAF a décidé de geler les subventions? L'actuel président de la CAF, Ahmad Ahmad. L'actuel président de la CAF, évidemment, le malgache Ahmad Ahmad. Et évidemment, vous savez tout ce qui a entouré son arrivée à la CAF. On avait crié qu'il y aurait un certain nombre de règlements de comptes et tout. Parce que dans d'autres pays, ces infrastructures ont simplement été cédées au pays où ils ont été construits. Parce que pour Ahmad Ahmad, c'est une infrastructure qui était un véritable gouffre à sous. Mais on ne comprend pas pourquoi en 2018, le Cameroun a manifesté l'intérêt
de prendre en charge, mais la CAF n'a jamais réagi. Donc, si la CAF n'a jamais réagi, vous n'allez pas demander au Cameroun d'aller s'introduire dans un... C'est comme un pays étranger qui abandonne son ambassade et vous décidez que vous, en tant que pays hôte, le Cameroun, vous allez aller prendre tout ce qui s'y passe en charge. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Maintenant, pour les autres infrastructures, vraiment, il faut clairement dire que les infrastructures qui sont camerounaises, les infrastructures nationales, font l'objet d'un certain abandon. Même quand on met les moyens pour le faire, nous n'avons pas la culture de l'entretien et la maintenance. Nous n'avons pas cette culture-là. Donc, c'est déplorable que les infrastructures, les autres infrastructures comme le centre de jeunesse de Nouvelle, le camp de l'unité qui a formé des grands boxeurs, qu'aujourd'hui se retrouvent dans ces états-là. C'est le cas d'ailleurs pour d'autres infrastructures sportives, hormis du football, même si aussi pour le cas du football, il y a une certaine réhabilitation qui a été entamée ces dernières années. Donc voilà le problème du centre d'excellence de la CAF. Très bien, merci beaucoup Jean-Paul Chuniat. Au-delà des réalités que vous exposez ce matin, on va quand même prendre l'angle des infrastructures, notamment le camp de l'unité, que tout le monde connaît à Yaoundé, pour ceux qui connaissent le camp de l'unité. Comment est-ce qu'on peut expliquer que dans un état normal, où on a un ministère en charge justement des questions sportives, que l'on soit incapable d'entretenir des infrastructures, ne serait-ce comme, ne serait-ce que comment dire, ce camp de l'unité aujourd'hui, qui a connu quand même le passage des grands boxeurs. Charles Ahmed l'a pensé à parler de Banga et Bessala. Qu'est-ce que le Cameroun fait, ne serait-ce que pour ce camp de l'unité-là? Et il faut rappeler en passant que toutes les disciplines sportives au Cameroun n'ont pas justement de camp qui leur soit propre. Il faut rappeler. Karine Sontia, comment vous appréciez ça? Parce qu'on n'a pas un espace omnisport, c'est-à-dire où on peut exercer tous les sports. Notamment parce que vous savez qu'ailleurs, il y a dans des camps des espaces pour la boxe, des espaces pour le judo et autres. Mais chez nous, quand on dit omnisport, c'est juste que vous avez un espace pour la course. En tout cas, sauf si je me trompe. Quand on parle d'omnisport ici, c'est que vous avez un espace pour la course. Mais vous faites référence au stade omnisport de Yaoundé? Oui, il faut rappeler que depuis sa construction, c'est inachevé jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ce camp de l'unité. Parce que lorsque on en parle aujourd'hui, ça aurait dû être un site historique. Un site qui permettrait aux Camerounais de se remémorer la période coloniale, notamment à travers le tourisme, parce que ça, on appelle ça le tourisme sportif et historique. Ça aurait pu permettre notamment aux gens de venir de loin pour découvrir ce genre de site si on avait réaménagé en laissant les couleurs coloniales sur ce site. C'est-à-dire que les couleurs qui rappellent les difficultés que les Camerounais ont traversées. Sauf que dans notre pays, même quand on veut réaménager, on essaye d'enlever l'histoire de la chose qu'on veut réaménager. Lorsque vous parlez de ce site aujourd'hui, ce matin, je m'inquiète parce que M. Mbachou a soulevé le fait qu'un général d'armée avait voulu en son temps retaper ce site-là avec ses moyens, notamment parce que le titre foncier du terrain sur lequel est placé cet édifice-là appartient à l'armée. Il a voulu retaper et il a été interdit justement parce que le ministère de la Jeunesse et des Sports à l'époque disait que c'est un site appartenant à l'État du Cameroun et donc au MINESEP. Et que ce site est inscrit dans des réaménagements depuis 8 ans avant 2014. Donc en principe à 2014, si c'était vraiment des travaux, ils devraient être terminés. Sauf qu'à partir de cette année-là, en 2013, ce général a voulu faire des travaux et on a refusé. Il a dû abandonner parce qu'il ne pouvait pas perdre sa tête, parce qu'il veut faire plaisir au Cameroun. Il a abandonné et jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pareil, les boxeurs viennent s'entraîner là-bas, les gens viennent parfois contempler les souris et les bagages qui sont parfois laissés par des personnes, les SDF parfois, qui viennent là-bas passer du temps. C'est désagréable de vivre cela en pleine capitale politique, en plein centre-ville. C'est pas que c'est caché.
Vous voyez un peu, c'est pas que c'est caché. C'est un site qui est à un jet de pierre des édifices de l'armée camerounaise, si je ne me trompe pas. Et ça fait mal. Nom de l'état-major. Voilà, ça fait mal de savoir que dans notre pays, on n'a jamais pris la mesure des édifices que nous avons à notre portée. Que ce soit ce que nous-mêmes nous avons construit, ou encore que ce soit ce que nous ont légué les colons, ou même nous a légué l'ancien président. C'est désagréable de vivre cela dans un pays comme le nôtre. On ne pense pas à ce qu'on va laisser. Et c'est pourquoi je vous disais tantôt que la vidéo de ce jeune politicien ivoirien m'a beaucoup parlé, parce que c'est intriguant, mais après ça parle. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez fait 40 ans dans un pays où un simple gymnase n'a pas pu être retapé ici à Omnisport, vous vous posez toutes les questions. Merci. Alors, est-ce que ce n'est pas également la preuve qu'il y a une très sale politique sportive au Cameroun, Dominique Audrey? C'est clair. On peut dire que la CAF n'a pas encore remis les clés du centre d'excellence au Cameroun, on peut le dire, mais maintenant, il faut quand même... C'est pas parce qu'on ne vous a pas donné les clés d'une maison, bien que la maison ne vous appartient pas sur un papier, que vous ne devez pas l'entretenir. Et pourtant, c'est chez vous. Ces centres d'excellence, celui de Mbankomo, reçoit des sélections là-bas. Ils vont s'entraîner là-bas. Tout le temps, il y a des activités. Mais il y a des activités, ça veut dire qu'il y a des rentrées d'argent parce que les gens payent le logement et tout. Pourquoi ne pas en prendre pour aménager, arranger cet espace? Ce n'est pas lorsqu'on va vous donner les clés que vous allez faire quelque chose. Ne serait-ce que pour l'image du pays. Au Sénégal, de 2002 à 2018, il y a eu les travaux de construction d'un même centre. Je crois que c'est à Guéréo. Peut-être je prononce mal. L'un des quatre. Voilà. À Guéréo, au Sénégal, ça a été fait. Ça a été abandonné pendant une dizaine d'années. Et ce n'est qu'en 2019 que la CAF a officiellement remis cela au ministère des Sports là-bas au Sénégal. En attendant, nous, comme c'est pas encore pour le Cameroun, on ne nettoie pas. On laisse les piscines comme ça avec les têtards, M. Bachoua dit. On laisse la broussaille pousser. Lorsqu'on regarde ce centre d'excellence, c'est à l'image, même je veux dire que c'est le Cameroun en général. C'est une caricature qui est parfaite de comment les choses, de comment le pays est géré. C'est à l'abandon. Si on n'a pas d'intérêt là-bas, on ne fait rien. On ne fait rien du tout. Et c'est déplorable. Parce que ces centres d'excellence sont censés accueillir les pays de la sous-région pour des mises en forme, disons ça comme ça, pour Même les clubs locaux, hein. Voilà, même les clubs pour locaux, la mise en forme. Se retrouvent là-bas. Vous voyez les stades dans lesquels les gens jouent. Donc vous demandez à l'État du Cameroun d'aller prendre. Mais n'utilisez pas. On ne demande pas de prendre. Si vous utilisez, vous nettoyez, vous arrangez, payez des gens pour pouvoir en réalité, si la CAF ne peut pas entretenir le centre d'excellence de Mbankomo, que la CAF trouve des mécanismes pour le restituer au Cameroun, je ne sais pas, sur des négociations bien pensées. Si le Cameroun pour que le Cameroun puisse l'entretenir. Mais je vais quand même mentionner une petite chose. C'est que même le palais des sports de Ouada, je vous rappelle que les Chinois y sont encore. Ils assurent la maintenance là-bas. Voilà. Donc, maintenant, demandez-vous, si on remet même ce centre d'excellence de la CAF, de Mbankomo camerounais, est-ce qu'ils vont pouvoir véritablement gérer cela comme cela se doit? Mais il faut déjà quand même le camp de l'unité qui appartient déjà aux Camerounais qui n'est pas entretenu. Michel, nous n'en sommes pas encore là. Je vous dis bien qu'en 2018, l'État du Cameroun a manifesté l'intention, l'intérêt de récupérer ce centre. La CAF n'a pas réagi. Jusqu'à présent. Donc, vous pensez que c'est parce que l'État du Cameroun est faible que l'État du Cameroun ne peut pas arracher ce centre, mais nous sommes quand même... l'acquisition de ce terrain s'est fait comment? Si c'est la Confédération africaine qui avait acheté tous ces espaces. Donc vous allez venir exproprier, déposséder quelqu'un de son bien au nom de qui il faut entretenir le centre d'excellence de la CAF. Je vous en prie, on va, madame, messieurs, rester en fait présent pour mieux comprendre ce sujet dans la deuxième partie. Marquons une pause et on se retrouve. Bon retour à vous, madame, messieurs. Deuxième partie de 10-12, le Zénith. Et bien sûr, avant de rentrer dans la meilleure compréhension de cet abandon du centre d'excellence de la CAF de Mbankomo ou encore des infrastructures sportives au Cameroun, nous allons peut-être faire
une petite virgule sur ces images qui défilent sur la toile depuis un petit moment, où des personnes s'amusent à se servir des personnes ou des images des personnes qui ont vécu et en y laissant des commentaires absurdes. Et il faut justement dire qu'il y a des influenceurs entre guillemets sur la toile qui sont rentrés dans ce jeu et qui semblent aujourd'hui s'amuser avec ces images-là. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a également des hommes de médias comme nous-mêmes qui prennent sur eux de les publier. Nous rappelons bien évidemment aux Camerounais qui le font que vous pourrez à tout moment être poursuivi en faisant ce que vous faites parce que vous prenez des images, vous les dénaturez, vous mettez des commentaires qui ne s'y est pas. Attention justement à toutes ces attaques qui peuvent à un moment donné en découler, j'ai envie de dire, avoir des conséquences difficiles pour chacun d'entre vous. Revenons à ces abandons restitués ce matin dans la collège Charles Hamel Mbathiou. Charles Hamel, est-ce qu'il y a un espoir véritablement aujourd'hui de pouvoir soit prendre ce centre d'excellence de la CAF? D'ailleurs, Jean-Paul Chouniat l'a très bien dit ici, tout dépendant de la CAF, parce que Cameroun a manifesté le désir en 2018 justement de pouvoir s'en occuper. Mais est-ce qu'il y a un espoir au final de pouvoir relancer, revoir les infrastructures sportives camerounaises, les réhabiliter et donner un beau visage au sport camerounais à travers ces structures? Si je viens chez vous, monsieur Michel Ngatou, je dois me déplacer, je garde mon véhicule chez vous. Du moment que je ne suis pas là, c'est votre véhicule, même si c'est le mien. Vous avez l'obligation de vous lever tous les matins pour chauffer le véhicule au moins. Faire chauffer le véhicule, faire tourner le moteur, afin que cela ne se grippe pas dans la limite. À moins de limite, peut-être rouler un peu avec le véhicule pour le maintenir en fonction. Voilà ce qu'on attend de la CAF, parce qu'il y a un personnel qui est fonctionnel. La CAF a gelé, mais il y a un personnel fonctionnel et on sait que la gestion devait, la rémunération devait être prélevée sur les différents séjours, sur le fonctionnement. Vous avez 4, 5, 6 équipes qui viennent se reposer parce qu'il y a tout des cérémonies qui sont organisées dans la salle de banquet, il y a des mariages qui sont organisés, il y a des conférences qui sont organisées, il y a des jeunes qui viennent nager. On prélève tout cela pour, n'est-ce pas, monsieur Michel Ngatou, payer le personnel qui assure l'entretien, faire la maintenance et le reste le stabiliser quelque part en attendant que si la CAF venait un jour à le faire. C'est d'abord pour vous. Avant d'être pour les autres, c'est d'abord pour vous. Quel cas vous ne l'aurez pas sur vos terres, c'est un investissement. On s'attendrait quand même qu'il y ait un minimum en termes d'entretien. Vous avez des gens qui viennent se reposer. Vous avez des couples. Ça fait le séjour, monsieur. C'est un hôtel. Disons-le simplement, ça fait le séjour. Vous pouvez vous-même de passage à Yaoundé, on connaît tous ces bisbis, vous pouvez aller vous reposer à dehors des équipes. Il y a des espaces où les gens viennent de découvrir, courir un peu pour essayer de prendre. C'est un peu comme un parcours vital. Permettez-moi de... Il y a un stade quand même là-bas. Il y a un stade, on a les lions cadets, les lions... J'estime que c'est de mauvaise foi. Ouais. C'est la mauvaise foi. Et on le courage de dire que c'est la mauvaise foi. Parce qu'on n'a pas gagné, on ne gagne pas 5 francs. Mais dans cette mauvaise foi, permettez-moi de vous couper un instant. C'est la mauvaise foi, vous dites, mais il faut quand même reconnaître que Ahmad, pour le citer aujourd'hui, pour rester bien sûr sur le cas de ce centre d'excellence-là, on se rend compte de façon évidente qu'il continue de régler ses comptes contre l'ancien président de la Confédération africaine de football qui est Issa Hayatou. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à un moment donné où il y avait des moyens, où tout se passait normalement, qu'il arrive de son temps en tant que président de la CAF et décide justement de ne plus entretenir ces centres-là, comme quoi c'est un gouffre financier dont on ne parvient pas à avoir une traçabilité. Ne croyez-vous pas que c'est toujours un règlement de compte? Qu'est-ce que l'État du Cameroun a regardé dans les affaires de personnes, monsieur Michel Ngatou? C'est un joyau du Cameroun. Vous savez qu'à une certaine période, avant le 31 décembre, il était systématiquement obligé à tous les Camerounais, avec les domiciles qui étaient aux abords, de peindre la maison. Vous devez le faire systématiquement avant la fin de l'année. Généralement, c'est la période de décembre, vous devez repeindre tous ceux qui avaient les domiciles au bord des routes. Vous devez repeindre vos maisons. Ça a abandonné. Mais l'État du Cameroun peut dire, mais c'est chez moi. C'est quand même une infrastructure. J'ai des gens qui viennent. Je peux assurer au moins la maintenance. Il faut qu'on parcourt même le cahier de charge pour se rendre compte que quand est-ce qu'on a gelé, est-ce qu'il y avait une certaine partie qui avait été cotée au Cameroun. Bon, dans tous les cas, passons au suivi. Nous avons le camp de l'unité. Le camp de l'unité date de la période de 1975. Camp de l'unité qui donna naissance en 1980 au palais de l'unité.
camp de l'unité. Je crois que le camp de l'unité, dans l'esprit du président Ahidjo, c'était le lieu où tous les Camerounais de tous bords devaient se retrouver pour essayer de changer sur le plan sportif. Rappelons-nous qu'on a passé des nuits, monsieur. Moi, j'ai passé des nuits à aller attendre les matchs de ça là. J'ai passé des nuits. Vous arrivez au camp de l'unité, mais vous ne pouvez pas imaginer, monsieur Michel Ngachou, où il y avait des grandes rencontres de la sous-région, de boxe et tout. On allait passer des nuits là-bas pour assister à la beauté. Même Super Makia. Vous avez vu Super Makia quand il venait faire ses démonstrations avec ses muscles. Mais le camp de l'unité faisait rentrer pas moins de 10 millions, monsieur Michel Ngachou. Pas moins de 10 millions, je dis au bas mot, parce qu'il y avait des activités, surtout dans des semaines, on louait pour réaliser. Ça tournait véritablement. Pourquoi n'a-t-on passé? Et on revient au cas de la maintenance. Pourquoi n'avoir pas pensé à la maintenance? Ce n'est pas que le budget de la maintenance n'a jamais existé. Le budget de la maintenance existe toujours. C'est comme pour les bâtiments publics. Mais il y a des personnes qui choisissent volontairement de s'asseoir sur les frais de maintenance, d'orienter les frais de maintenance à autre chose. Vous ne pouvez pas arriver au camp de l'unité, avoir envie de faire pipi, vous retrouvez un endroit pour aller vous mettre à l'aise. Mais c'est à peine, même si vous vous asseyez, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, l'équipe s'est battue, puisqu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui souhaitaient, même des anciens boxeurs, qui souhaitaient remettre au goût du jour le camp de l'unité, parmi lesquels Francis Ganou, qui, je veux aussi le dire, a aussi sollicité. Il a sollicité cet espace, histoire de vouloir remettre au goût du jour, dans l'espoir peut-être que ça devait ramener un peu les jeunes à la boxe. On lui a dit non. Il doit faire attention. Les gens, on a dit, le ministère s'est battu, on a fait une peau neuve. Aujourd'hui, reparti là-bas, je vous assure, si vous vous asseyez, vous allez partir avec des punaises. Vous aurez des punaises sur le corps qui va vous démanger. Vous aurez l'impression. Je vais vous rappeler. L'entretien, ça n'existe pas. Je suis l'animateur de radio à l'époque parce que nous étions à Yaoundé, où nous officions sur une antenne bien connue. Et nous organisions ce qu'on appelait les battles à l'époque, au camp de l'unité. C'est au camp de l'unité, les battles. Effectivement. Et ces battles. Il y avait Africa Logic et il y avait le camp. Effectivement. Vous allez voir les battles. Non, c'était beaucoup plus les concours de danse. Ouais. C'est-à-dire, vous avez le collège Fustel de Coulanges, pour ne pas la citer, le citer. Vous avez le collège américain qui très souvent se confrontait là-bas. Et nous-mêmes, nous y allions en tant que présentateurs. C'est vrai, très jeunes. Mais quand même, il faut déjà préciser que là, nous sommes dans les années 2008-2009, si mes souvenirs sont exacts. C'était déjà extrêmement compliqué. C'était délabré. C'était pas vivable jusqu'aujourd'hui. Aller passer ne serait-ce que devant le camp de l'unité. Il faut bien le préciser pour ceux qui nous regardent que le camp de l'unité, c'est à Yaoundé. Lorsque vous sortez justement de l'intendance, vous allez vers la Camère. Vous allez vers la Camère, vous prenez la rue de la Béac, effectivement. En empruntant justement la rue à gauche, regardez simplement sur votre gauche, vous verrez le toit ressemble justement à une toiture de 1975. Oui, 1975, c'est les pentes tombantes. C'est très grave quand même. Et à côté, vous avez... La toiture à deux pentes. C'est très grave. Allez, vraiment, merci beaucoup, Charles Amel Bachou. Merci pour ce sujet ce matin et qui devrait interpeller tous les Camerounais sur ces infrastructures, mais surtout sur ces patrimoines sportifs qu'on devrait garder. Quand vous allez aux États-Unis, on vous retrace le parcours de Mohamed Ali. On vous retrace le parcours de Mike Tyson. Vous voyez là où il a commencé. C'est bien dommage. Je crois qu'on s'attendait quand même à voir. On aurait bien voulu ne serait-ce qu'avoir ça en musée même du sport. On peut transformer ça en musée du sport. En musée des boxeurs. Des boxeurs. On peut retracer des catcheurs. Et laisser que des compétitions continuent à s'éteigner. Jean-Paul Chignade, rapidement. Oui, simplement, on n'a pas la culture de l'entretien, la maintenance. On n'a pas la culture de sauvegarder les archives. Je considère ça comme un vestige. Parce que là où Joseph Bessala a eu à boxer, l'Ndongo Ibanga, c'est quand même quelque chose. Et ce n'est pas le seul espace à Yaoundé. Je vais sortir du sport. Vous imaginez sur le boulevard de la Réunification, en allant à l'Assemblée nationale, juste face à je crois, l'agence de développement, l'agence française de développement. Oui. Il y avait un édifice qui était là-bas, la toute première tribune où le président Ahidjo, c'est là où se passait le défilé du 20 mai. Donc, ça a été détruit. Or, rien qu'à laisser garder cette infrastructure en son état, et savoir que c'est ici que le premier président de la République s'asseyait. Voilà comment c'est organisé. Et c'est une volonté, vous avez compris. Donc, tout ça
tout ça a disparu comme si de rien n'était. Vous passez là-bas, c'est un endroit vague. On a conçu, je crois, c'est la deuxième région en Amérique, quelque chose comme ça là-bas. Donc, c'est pour dire que nous n'avons pas la culture. Non, non. Nous avons la volonté de détruire l'histoire. De détruire l'image de ceux qui nous ont précédés. Non, mais non, au-delà de ça, même une infrastructure qui vient d'être construite, vous constatez bien qu'on ne l'entretient pas. Donc, c'est pour dire que nous n'avons pas la culture de la maintenance. Non, mais en même temps, il y a quand même un angle, Jean-Paul Chigna, il y a quand même un angle qu'il faut définir ce matin pour ceux qui nous regardent. Parce que le sentiment qui se dégage, c'est qu'on a l'impression qu'il y a eu un prédécesseur à celui qui est là au pouvoir maintenant. Et qu'on fait tout pour ne pas entretenir ce qu'il a laissé. Image. On fait tout pour pouvoir détruire ce qu'il a laissé et conserver ce que celui-ci au pouvoir semble justement de nos Camerounais. Effacer les noms des Oui, justement, effacer les noms des stages. C'est ça à quoi on a l'impression qu'on est en train de vivre là. Michel Ngachou, n'oubliez pas que la plupart des pays en Afrique, surtout les pays francophones, le culte de la personnalité est très élevé. Voilà, c'est établi. Donc même à l'époque de l'ancien président, c'était le même culte de la personnalité, même celui qui est là. De la même manière, vous effacez l'histoire de votre prédécesseur, votre successeur viendra aussi et effacera la vôtre. Malheureusement, c'est ça l'Afrique. Et qu'il faudrait en laisser, il faudrait pérenniser, il faudrait saluer. Mais non, je ne suis pas en train de dire... Non, vous ne saluez pas, mais vous demandez que font les Camerounais, que font les Africains. Les élèves pouvaient faire des excursions là-bas. Nous devons simplement apprendre à... Nous devons au moins une fois, Chalamel Bachou sera d'accord avec l'occidentalisation. Il faut qu'on s'occidentalise dans l'entretien et la maintenance. Parce que c'est un enfant. Vous imaginez un peu ce palais, vous imaginez même l'ancien palais de l'unité. Même l'ancien palais de l'unité. L'ancien palais présidentiel, qui est devenu aujourd'hui un musée. Je fais partie de la première vague de personnes, avec quelques camarades aujourd'hui disséminés, qui nous étions opposés au fait qu'on transforme le musée, le palais de l'unité. En musée. L'ancien palais présidentiel. L'ancien palais présidentiel. Un musée. C'est une maison coloniale. On devrait. Même dans la ville de Douala, vous avez plein de domiciles ici qui ont une histoire sur le plan patrimonial. Regardez la pagode. On devrait conserver la pagode. Vous imaginez que la pagode se prostitue à l'intérieur? Où Rudolf Douala Mangabel, qui est une figure historique du Cameroun, c'était sa maison. Mais regardez à quoi ça. On devait reconstituer la maison de Mandé Sibel. C'est pour ça que je voulais dire que c'est pas seulement une affaire d'homme politique ou d'homme d'État qui arrive et veut... C'est dans notre... C'est-à-dire qu'on n'a plus honte en réalité, nous, Camerounais. Vous imaginez l'ancien palais présidentiel, vous venez avec un jeune homme, dit voici là où le président Ahidjo recevait ses invités. Avec son bureau, avec tout. Il a dit, voilà la photo du nouveau président. Je rapidement. Lorsque vous allez quand même aujourd'hui à Fumban, et puis il faut en profiter pour saluer bien sûr le sultan et tous ceux qui sont à Fumban. Lorsque vous allez à Fumban quand même, on vous montre encore les sièges sur lesquels, lorsqu'il y avait les accords justement de Fumban, le siège sur lequel était assis le président Ahidjo lorsqu'il signait justement ces accords. Il y a encore ces sièges-là aujourd'hui au palais de Fumban. Non, n'oubliez pas que... Si le palais de Fumban a pu conserver un siège, je parle bien de la chaise, vous et moi nous regardons les chaînes étrangères ici. Mais... Et vous regardez les chaînes étrangères où on revient sur des personnes comme, je pense que j'ai regardé, il y a Louis XIV. Non, il y a le violoniste là, il y a un violoniste anglais, le nom m'échappe. On est reparti justement revoir les espaces de ce violoniste, les chaussures qu'il portait. Même Victor Hugo en France. Même Victor Hugo en France. On a revu les stylos, on a revu les chaussures, on a revu le lit. Les lits, mais c'est grave. Pourquoi le Cameroun, on est incapable de le faire? Michel, je voulais dire que c'est monnaie courante là-bas. C'est une affaire de culture. Vous avez évoqué le cas du palais de Fumban où il y a encore le siège où le président Ahidjo s'était assis pour négocier les accords de Fumban et tout et tout. N'oubliez pas d'abord que au palais royal de Fumban, vous trouvez des objets d'art qui datent comment je vais dire, qui datent il y a 543 ans. Voilà, il y a 543 ans. Donc, c'est un patrimoine culturel que le palais, le sultanat Bamoun, comme beaucoup d'autres chefferies à l'ouest du Cameroun, conserve jalousement. Donc, je pense qu'on pouvait s'inspirer de cet exemple-là pour apprendre à conserver, garder
les Non, souvenirs. on copie aussi seulement la historiques. Libye pour dire que C'est bien de temps dommage. en temps, il y a aussi Allez, la merci à guerre. vous, madame, monsieur. Merci de rester présent sur Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith. Mais ce qu'on doit quand même retenir, c'est qu'on a le sentiment qu'on fait tout pour pouvoir effacer la mémoire de l'ancien président de la République, le feu Amadou Ahidjo, avec tout ce qu'il a laissé comme vestige, avec tout ce qu'il a laissé comme élément. Et on tente effectivement de nous imposer. D'ailleurs, vous avez parlé du palais des sports. Ça coule à l'intérieur là-bas lorsqu'il pleut. C'est souvent très compliqué. Merci à vous. Allez, dans un instant, là, on ira bien sûr prendre les réactions des téléspectateurs. Vous êtes nombreux, bien sûr, comme tous les matins, dans cette interactivité. À nous laisser vos commentaires sur les plateformes connues. Karine Santia, on vous écoute. Laissez un immeuble se décrépir sur les Champs-Élysées et vous verrez sommé de l'entretenir par la mairie de Paris sous peine d'amende, voire d'expropriation. L'arsenal pénal qui est le même au Cameroun donne les moyens de pression même aux ambassades. Alors, un autre message, les infrastructures délabrées, c'est juste une transposition des méfaits de nos dirigeants en matière de réaménagement et maintenance du patrimoine national. Je citerai les routes, les stades, même les services d'utilité publique qui, dès la pose de la première pierre ou leur inauguration, n'ont pas reçu de visite de réaménagement ou de mise à jour. Chacun Bernard. Nous faisons l'investissement humain tous les vendredis dans les écoles, les lycées et les collèges, voire même les immeubles administratifs. Ceci était une bonne éducation. Aujourd'hui, même individuellement, nous respectons notre environnement. Nous ne respectons pas notre environnement. Tia Kochetou, Raymond Pierre qui écrit ce message. Quand j'entends centre d'excellence, je m'attends au pire avec ce goût des Camerounais pour les noms pompeux. Jean-Bernard Tedmen. Un autre message, une femme a même déjà aimé qui sous ce ciel? Il n'y a pas d'amour sans intérêt. Même dans la famille, on aime celui qui a un peu. Celui qui n'a rien ne compte jamais. Michael Kitoko. Le général aurait fait du bon boulot avec la main-d'œuvre militaire et à bas coût. Le génie militaire est quelque chose d'efficace. On a vu le travail à Pombo-Nabassem. C'est efficace. C'est encore là, on voit. Les Africains et les Camerounais savent seulement dire que les Occidentaux nous laissent gérer nous-mêmes nos choses. Ils nous pillent, ils profitent de nos richesses patati patata. Ils ont notre patrimoine archéologique dans leur musée, etc. Alors que nous brillons par nos incompétences à gérer, garder, conserver même ceux qui nous laissent, ce qu'ils nous laissent ou nous ont laissé après la colonisation, voire de ce que nous avons nous-mêmes construit avec nos fonds à la sueur de nos fronts. On a vu ce qu'a donné nos routes, nos bâtiments publics. Regardez l'état des ministères à Yaoundé ou autres administrations ou délégations. Faites un tour à la délégation du commerce à Douala. Même les toilettes du personnel. Mon Dieu, allez voir le monument de la réunification à Yaoundé. Et puis, il y a une chose, les Camerounais veulent toujours de jolis bâtiments en croyant que c'est ça le développement. Mais on ignore qu'après la construction, c'est comme une voiture, il faut entretenir, faire la maintenance, rénover. Ce sont des coûts. Mieux, on laisse tout au blanc. Là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que chaque événement, des festivals qu'on organise dans les différentes contrées, les différents villages, il y a un point sur lequel on s'apaise toujours, où tout le monde s'arrête. Revisiter le patrimoine du village. Ça, on ne va pas dire aujourd'hui que les Africains sont en train de faire ça en pointant du doigt à l'occidentalisation. Non. Non, je dis le message. Oui, non, prenons toujours cette peine. Lorsque les enfants reviennent, on dit à l'enfant, ici, là, quand tu vois, on appelle cet endroit Kofi. Kofi, ça, voilà l'origine d'un Kofi. C'est venu comme ça parce qu'il y avait un chef, il était fatigué de rester au pouvoir. Il a estimé qu'il est fatigué de rester au pouvoir. Tous ses amis sont morts. Lui, il est resté vivre. Il était à plus de 145 ans. Il dit que vraiment, moi, je veux mourir. Un matin, il se lève, il dit que je ne peux plus vivre. Il prend, il dit, bon, moi, il dit à l'un de ses serviteurs, si tu trouves telle herbe et telle feuille, c'est que je suis passé par là. Et c'est comme ça qu'il allait se jeter. Là, il a disparu, la rivière a gonflé. On raconte ces histoires aux enfants pour entretenir la mémoire collective. Non, il a parlé de l'agriculture, la conservation de la mémoire. On va se retrouver à prendre. Non. Franchement, il estime justement le téléspectateur que lorsque l'on fait des routes et des immeubles, enfin, très souvent l'esprit du Camerounais ou de l'Africain, c'est que c'est ça le développement, que non, il faut entretenir. Mais je vous dis, allez en Égypte voir comment ça se passe en Égypte.
il y a plein de témoignages qu'on a des Égyptiens. Comment les Égyptiens eux-mêmes fabriquent leur propre route. Jean Pochignac, qui est un voyageur permanent, peut nous le dire ici. Allez justement voir comment les Américains quittent les États-Unis pour se constituer en manœuvre dans les chantiers en Égypte. Et les routes justement en Égypte, et je vous rappelle que les routes égyptiennes ne sont pas faites avec du goudron, non. Et tellement c'est propre, tellement c'est bien fait que ce sont des Africains comme nous, c'est des Noirs comme nous qui avons pensé à ça. Qu'on ait quand même le courage d'aller imiter ce qui se passe ailleurs. Et parlant justement de cette imitation, ouvrez-vous à l'Égypte. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de vous dire, ben vraiment on ira en Égypte, là on va penser ici. Les Égyptiens c'est un modèle. Et nos aïeux égyptiens, nos descendants, nos pères, dont nous sommes descendants aujourd'hui, ont pensé à tout, y compris bien avant l'Europe, enfin, sur la soi-disant Mésopotamie, comme on l'appelait à l'époque. Merci beaucoup, Karine Sontia. Des messages encore, certainement. Il faudrait aussi que les Camerounais changent de mentalité. Les Camerounais, quand bien même les infrastructures sont là, n'en prennent pas soin. Liliane Gongan. Nous, jeunes élèves du lycée de Boya, entretenions sans problème le domaine qui était grand, beau et propre. Se laisser aller ne révèle donc que de l'incompétence. Hélas, les proviseurs, censeurs et surveillants étaient blancs, ce qui explique cela. Chez nous, au Cameroun, nous n'avons pas la culture de l'entretien. Nous exigeons des infrastructures, mais n'assurons pas la maintenance par la suite. Allez dans la zone anglophone. Vous allez vous rendre compte que la conservation est l'une des pièces maîtresses, presque qui fait la milieu des pièces maîtresses qui fait la vie dans les régions anglophones. J'étais juste un papier à même le sol, vous allez voir. Même un papier, juste un papier à même le sol, vous allez voir. C'est sur place qu'on va vous demander de ramasser. Restez dans un taxi, vous prenez comme ici, là, du côté des Franco, les Arachides, vous jetez. C'est le taximan qui gare. Il vous dit, monsieur, descendez, allez ramasser. Et on se rassure que vous ramassez. Allez voir le palais de Bafout. Allez voir le palais de Bafout, allez à Banso, allez voir, allez découvrir. Les gars travaillent à la restauration, à la conservation. Mais que fait le ministère du Tourisme dans ce volet précisément, en matière de conservation, en matière d'entretien? Oui, Jean Pochignac. Oui, le ministère du Tourisme, je pense qu'on pose un problème qui est important, un problème de mentalité. Vous savez, quand vous vous rendez dans le sud-ouest ou le nord-ouest, ici chez nous, quand vous vous arrêtez, dès qu'un groupe de moto-taximens ou le taxi vous voit, il klaxonne pim pim. Le moto-taximène vous demande, on part. C'est-à-dire que, quand vous êtes à Bamenda, vous arrivez, vous sortez du bus, vous vous tenez au bord de la rue. Quand un moto-taximène arrive, good morning sir, where can I take you to? Vous voyez, avec une certaine politesse, quand vous stoppez un taxi, vous rentrez dans le taxi, vous ne dites pas bonjour, c'est le taximan qui vous dit good morning sir. Vous voyez, vous êtes étonné qu'il y a une autre, que les Camerounais disent encore bonjour. Ici en zone francophone, les gens entrent dans un taxi, trouvent des gens, ils entrent, ils s'asseyent, même à peine ils mettent le téléphone avec les écouteurs. Vous voyez, donc c'est pour dire que c'est une question de mentalité. On n'a pas besoin d'aller copier en Égypte. Le beau et le bien sont universels. Nous refusons simplement de copier cela. Oui, de mettre en pratique, pas copier. Nous refusons de mettre cela simplement en pratique. Merci beaucoup Jean-Paul Chouniac. Madame, Monsieur, merci à vous. Dans un instant, la revue des réseaux sociaux, ces sujets justement qui ont retenu notre attention et qui vous permettent en même temps de parler énormément sur la toile. Karine Sontia. Oui, on va s'intéresser notamment à ce qui se passe à Ezeka depuis quelques temps déjà, notamment la coupure à la commune d'Ezeka, altercation entre le maire et les agents dans une vidéo devenue virale sur Internet. On voit le maire de la commune d'Ezeka en échange avec les agents de l'entreprise qui nous distribuent de l'électricité. Ils sont venus débrancher le compteur en son absence et pourtant il avait rédigé une demande adressée notamment à cette entreprise-là pour un rebranchement. Sauf que ces gens parlent de branchement frauduleux. Donc dans cette vidéo-là, notamment, vous entendez notamment les échanges qui sont très durs, même dans les termes. On va un peu écouter un brin de cette vidéo. Bon. Je pose une question, vous ne pouvez pas répondre, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas répondre. Qui est responsable de la case communautaire? Monsieur le maire. Qui est responsable de la case communautaire des ECA? Monsieur le maire. Je parle avec Néo. Je parle avec Néo. Vous avez terminé. Vous avez terminé. Quel papier? Je peux le lire.
Tu peux le lire? Non, écrit. Commandant de compagnie, honneur bien vouloir prendre des dispositions utiles pour l'accompagnement ce jour. Équipe Néo, composée de M. Essomba. Daniel, c'est vous? Le monsieur Vikanda Julien, c'est qui? C'est vous. Pour dépôt de compteur frauduleux. Gaz communautaire des États, ce compteur frauduleux. Je pose une question, ce compteur est-il frauduleux? Je pose une question simple, oui ou non? Est-ce que ce compteur est frauduleux? Je pose une question simple. Vous êtes agent de l'Union, n'est-ce pas? Est-ce que ce compteur est frauduleux? Répondez pas oui ou non. Si c'est frauduleux, oui, c'est frauduleux. Est-ce que c'est frauduleux? Qu'est-ce qui est frauduleux? Ça ne le sort pas le compteur. Pour que cela soit remplacé. Je pose une question. S'il vous plaît, ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Voilà les abus que nous vivons tous les jours dans les... Allez, Karine, les images sont perceptibles. Les échanges sont très houleux. Hein? Très houleux entre le maire de la commune des Écas et notamment les agents d'Eneo qui sont sur place. Et vous pouvez bien comprendre que le ton monte et il monte très fort de la part du maire de la commune des Écas. Il est très courroucé quand même, Charles Amel Bachou, parce que il faut reconnaître que le maire Sylvain Ndjok, justement, de la commune des Écas aujourd'hui, est extrêmement outré par cette attitude-là, selon laquelle il est en froid, il est en guerre avec les autorités administratives de la localité et son prédécesseur qui apparemment en partant a laissé un passif qui n'a pas vidé véritablement. Ça semble le retrouver aujourd'hui, non? Monsieur Michel Ngachou, vraiment la forme n'est déjà pas bonne de voir une autorité administrative, parce qu'un maire c'est une autorité, c'est un élu, arborer fièrement son écharpe et venir là accepter ce filmer. Il sort d'une réunion. Non, monsieur Michel Ngachou, c'est fait exprès. On coupe l'électricité. Non, c'est fait exprès. Monsieur Michel Ngachou, il arbore sa tenue, il sort, il sait qu'il est filmé, il se permet de donner un coup. C'est l'administration, il y a des voies de recours, il y a des voies de procédure. Comme on pourrait comprendre que ce soit une personnalité, non, je sais pas, un individu quelconque, lambda, qui se comporte de la sorte. Mais quand même, vous êtes maire. C'est une situation, vous sortez. Parce que votre rôle, c'est d'apaiser et de dire, voilà, la situation est telle que nous sommes en pleine réunion, nous allons trouver des voies et moyens, raccorder d'abord le système et par voie, nous allons suivre les voies réglementaires pour pouvoir régler ce type de procédé. Ça, c'est la procédure. Mais sortir là et commencer à dire, non, vrai ou faux, vous devez faire ceci. Est-ce que c'est normal? Non, monsieur Michel Ngachou. Là, nous sommes dans la rue. Nous sommes dans la rue et il n'honore pas le parti pour lequel il est. Non, c'est important. C'est important de préciser. Il n'honore pas le parti. Il devrait avoir un ton baissé. Je comprends que c'est de bonne guerre parce qu'on se rappelle qu'il y a exactement 2 mois, il avait fait un redressement en demandant à Kamwat et à Eneo de s'acquitter de leurs différents frais pour les poses de compteurs d'eau et pour l'utilisation des poteaux qu'on plantait le long de la route. Je crois que ça allait chercher dans l'ordre de 200 et poussière, environ 200 millions de francs CFA qu'il fallait reverser pour chacune au niveau de la commune. Je comprends que c'est de bonne loi qu'il se retrouve là actuellement à se tirer dessus, comment on va dire, comme vous me demandez de payer, alors que vous-même, vous n'êtes pas en règle depuis 3 ans, nous allons jouer ce même jeu, mettant au goût du jour ou en mettant sur la sellette les précédents deals qui avaient été faits ou qui avaient existé avec les précédents maires qui sont passés. Mais la forme, aller comme ça dans la rue, elle n'est pas bonne. Non, même la colère, on peut reconnaître la colère, mais pour un maire, imaginez-vous un temps soit peu que c'était venu au maire, c'est toute la commune qui se serait jetée sur ses agents. Quel est le message qu'on aurait envoyé aux gens dans les quartiers? Quel est le message? La violence règle tout. Alors qu'on l'État est en train de demander... On a quand même le commandant de brigade qui est là. Non, il gère. Le commandant a l'impression même d'être... dépassé. Jean-Paul Sougnac, comment vous analysez justement ces réactions du maire de la commune des Écas? Bon, vous savez, je manque que Charles Amel relève qu'il y a des antécédents. On ne sait pas aussi comment Kamwat et Eneo ont fait pour en arriver là, à avoir autant d'arriérés de dettes vis-à-vis de la commune. Et certainement, les 2 entreprises doivent avoir en travers la gorge le redressement qui a été fait par le maire. Et voyez-vous, même quand on veut venir déposer votre compteur, je pense qu'il y a une procédure. Donc, vous ne pouvez pas venir, vous débarquer comme ça brutalement, vous dites qu'il y a un faux, vous venez déposer le compteur parce qu'il est faux. Il y a quand même une procédure. Vous saisissez le client ou le consommateur par correspondance, vous lui signifiez que voilà, vous traînez un passif.
de tel montant et que s'il n'est pas réglé d'ici tel jour, voici ce qu'on va faire, on va déposer votre compteur et que si vous ne réglez pas, votre compteur est frauduleux, on vous signifie simplement tout cela. Mais quand tu as débarqué, venir dire avec vos agents grimpeurs que vous déposez le compteur là, comme on dit là. Et ce qui se passe là-bas, on voit ça dans les quartiers. Des bonhommes qui débarquent, ils vous disent qu'ils sont des néos. Je ne sais pas s'ils sont des néos ou sont d'une société de sous-traitance. Ils viennent, avant que vous ne parlez, ils ont déposé votre compteur. Moi, j'ai vu une scène où quelqu'un est venu. Ces gars-là, ils sont venus, sont montés au poteau. Alors, le propriétaire a détaché son chien. Il est allé le mettre sous le poteau. Il a dit au bonhomme, quand vous avez décidé de couper au poteau, vous allez donc descendre. Il était obligé de remettre la lumière. Pourquoi il remet donc? Vous voyez, donc il y a un certain nombre de jeux. Moi, j'essaie un peu de comprendre la colère du maire, mais la diplomatie ne doit pas seulement être du côté du maire, la diplomatie doit également être du côté de... Je dis souvent que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Il faut préciser que ce maire aujourd'hui, vraiment, est attaqué de part et d'autre. Le maire, aujourd'hui, il y a une case, c'est-à-dire qu'il y a un domicile qui est propre au maire. Oui. Et dans ce domicile, justement, on a pris, et les mêmes entreprises ont pris sur elles de couper l'électricité et l'eau au maire dans son domicile, y compris au niveau de la mairie. Sans raison. Y compris à la case communautaire. Bon, maintenant, et il vous dit effectivement qu'on comprend que lui, les maires de l'opposition, et avec les revendications qu'il a mis en place, on fait tout justement pour pouvoir... On réclame 3 ans. Oui, 3 ans aérés, un pays est-ce qu'on ne peut pas justement voir son prédécesseur? Michel, c'est pas le problème. Michel, moi je pense que la question vous dit que faisait son prédécesseur, mais que faisait Eneo et Kamwate pour que le bonhomme se retrouve avec des arriérés de 3 ans. Jusqu'à ce que le redressement dont il est question, ce n'est pas un redressement concernant l'utilisation des poteaux et des compteurs, ce n'est pas fait sur 1 an. C'est aussi ce qui date de moins 2 à 3 ou 4 ans. Ça veut dire que est-ce que Eneo savait? Voilà, donc à un moment donné, il faut qu'on... Il est sorti parce qu'on est sorti. Alors Dominique, de votre point de vue justement sur cette histoire. Parce qu'on est attaqué. Je crois que lorsque Eneo vient, entre guillemets, avec des agents pour enlever les compteurs, ils ne viennent pas souvent accompagnés d'une personne, d'un corps des forces de l'ordre. Non mais Eneo déjà présente avec un huissier, il faut préciser. Ici, justement, si on l'a fait avec une personne en tenue et un huissier, ça veut dire qu'avant, il y avait déjà eu des nouvelles. Ils étaient déjà venus avant. Donc ici, cet homme, ce maire, d'abord qui fait preuve d'une irrévérence caractérisée. Vous ne pouvez pas parler à des pères d'enfants, à des hommes qui ont sensiblement votre âge, comme si c'était eux qui lavaient vos sous-vêtements. Vous ne pouvez pas. Je dis souvent que lorsqu'on a un certain âge, lorsqu'on fait preuve d'une certaine maturité, on doit avoir de la retenue. Et qu'une personne peut bien déclencher un problème, une personne peut déclencher la guerre, mais il faut être 2 pour pouvoir avoir la paix. En tant que maire, comme M. Mbachou a signifié, il aurait pu appeler ces gens dans son bureau et chercher à savoir. On lui a fait une note en bonne et due forme avec les agents qui ont fait le constat selon lequel le compteur est frauduleux. Ce n'est pas ramassé. Oui, mais le compteur est frauduleux. Le compteur vient depuis combien d'années le compteur est frauduleux est là. Est-ce que l'entreprise ne sait pas que le compteur est frauduleux? Maintenant donc que l'entreprise décide donc de faire stop, de mettre un stop à ce compteur frauduleux, vous ne voulez pas qu'on le fasse? Le maire, lui, qu'est-ce que le maire sait d'un compteur frauduleux? Vous savez aussi qu'à travers les différentes campagnes lancées plusieurs fois par l'entreprise sans toutefois vouloir la dédouaner, il y a toujours des personnes qui sont passées au-delà du mail des filets. On peut s'imaginer, sur les agents qu'on envoie sur le terrain, pour imaginer qu'on peut le faire ailleurs, sauf au niveau de la mairie. Et s'ils ont pris sur eux de descendre et de faire une évaluation et se rendre compte que le compteur est frauduleux, il peut être frauduleux à l'instant, comme il peut être frauduleux depuis 3 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans. Non, il faut établir, ce n'est pas dans la rue qu'on va régler ce genre de situation. C'est dans un bureau assis où on se parle. La fraude du compteur, qui en est responsable? Et vous allez voir que ce sont les agents des néos. Très bien. En tout cas, Carrie Santia, vous avez également une deuxième proposition à nous faire ce matin. Oui, on parle des faits qui se sont déroulés le 23 août aux États-Unis. Une vidéo qui fait le tour de la toile montre un homme âgé d'environ 29 ans, le nommé Jacob Blake, se fait tirer 7 balles dans le dos par la police
à Kenosha, je pense que je prononce bien, dans le Wisconsin aux États-Unis, devant ses enfants. Il se remet certes peu à peu, mais cet événement vient réveiller le souvenir de George Floyd aux États-Unis. Et 3 matchs de basket NBA ont été boycottés par les joueurs. Les playoffs de mercredi 26 août à Houston, Oklahoma City, Los Angeles, les Lakers et Portland, et aussi les Milwaukee, Orlando et autres matchs ont été notamment annulés par boycott de certaines équipes. Et le candidat démocrate à la présidentielle américaine, Joe Biden, a affirmé avoir eu un échange avec la famille et promet que justice sera faite. Allez, c'est un sujet assez intéressant, cher Chalamel. Le racisme, ou bien, on va dire, une mésentente entre la police et cet Américain, américain. Non, il faut dire que les faits, c'est quelqu'un il avait sa famille, ce Black, il est avec sa famille, il voit 2 femmes entre 2 noirs américaines, vous voyez sur la toile comment, quand elles s'empoignent, c'est des cheveux qu'elles tirent, elles luttent comme nos filles ici au pays, comme nos filles veulent bagarrer. Il voit deux filles en train de bagarrer, il dit mais c'est pas sérieux, 2 femmes, il sert le véhicule, il sort et va séparer la bagarre. Il réussit à calmer ses 2 sœurs africaines, excusez-moi que j'emploie cette expression. Les policiers ayant vu la scène se disent que c'est un braqueur. C'est quelqu'un qui est plutôt venu braquer ces jeunes filles au moment où il est en train de retourner à son véhicule, le suivre, le faire des sommations. Je crois qu'il a dû s'expliquer en leur faisant comprendre qu'il est venu séparer la bagarre, mais que non, parce qu'on l'intimait, poser les mains, il était l'aptitude et tout et consort, on a ouvert le feu. Cela remet au goût du jour que le racisme n'est pas fini dans le monde entier. Qu'on arrête de croire que, je le dis, qu'on arrête de croire que le blanc sera l'égal du noir ou que le noir sera l'égal du blanc, quel que soit ce qu'on est en train de le dire. Vous avez vu pendant longtemps, les États-Unis se sont retrouvés à donner des cours, des leçons en termes de droits de l'homme, en termes de droits humains, comment gérer les hommes, comment la femme doit être considérée. Mais au fond, quand vous regardez véritablement ce qui est en train de se passer, vous vous rendez compte qu'il y a une absence littérale des droits de l'homme. Dieu merci quand même qu'il y a des autorités qui ont pensé se lever pour dire qu'elles vont voir comment elles vont résoudre le problème. On se souvient que c'est le cas Floyd qui a fait en sorte que la crise à Covid, les gens brisaient beaucoup de barrières pour descendre dans la rue, on a vu les avis amassés de par le monde, on a cru que ça devait apporter un minimum de changement, que non. C'est toujours de nombreuses réactions quand même sur Internet, il y a pas mal de commentaires à ce sujet. Dominique Audrey, vous êtes choqué quand vous regardez ces images? Vous voulez que je sois honnête? J'ai le sentiment, oui, dites-nous exactement. Non, ça ne me fait absolument rien parce que ici dans mon pays, moi je suis nombriliste. Je commence d'abord chez moi, il y a d'autres cas qui me préoccupent. Il n'est pas mort, c'est ça. Non, voilà, il y a une jeune femme au Cameroun qui a été tuée par son petit ami, un sous-préfet. Et j'ai pas eu l'impression qu'aux États-Unis, quelqu'un d'autre ce soit. Donc excusez-moi, mais ça ne m'émeut pas plus que ça. Très bien. Jean-Paul Chouniat? Je suis un peu étonné par la réaction de Dominique, voyez-vous. Ah non, c'est pas ce que vous dites là, c'est un peu comme si une femme se trouve à Honolulu, à l'extrême autre bout du monde, et qu'elle égorge son bébé, ça ne va pas vous émouvoir parce que ce n'est pas proche de vous. Donc il s'agit de... Elle est dans la loi du mode kilométrique. Oui, c'est un être humain qui est sauvagement abattu. Non, et je suis un peu étonné par cette façon de faire. Chaque fois que c'est un noir qui est tué, abattu à bout portant, on est toujours en train de dire, bon, justice sera faite. Quand c'est le noir qui tue le blanc, c'est à peine s'il ne passe pas la chaise électrique, il est condamné d'une lourde peine d'emprisonnement. Je pense que je ne vois pas en quoi le monsieur était si dangereux. Encore qu'il était de dos. Il était de dos. Certainement que le policier se disait qu'en rentrant, il partait chercher une arme, mais... je ne pense pas que c'était véritablement son intention. Les policiers, certainement... Ils pouvaient tirer même sur le pied, même sur le genou. Oui, le neutraliser, dégonfler même ses roues, tirer sur les roues du véhicule. Donc ça repose encore le problème. On a vu le cas de George Floyd, comment il a été assassiné, exprès, on lui a ôté la vie. Donc je pense que les Noirs aux États-Unis... sont plus dangereux, ils sont plus en danger là-bas qu'ici. Les autorisations, parce que si ça se passe tel que ça se passe là, et que l'un des frères du disparu était là, lui aussi armé, un policier tue sur son frère de cette façon, il sort aussi son arme, il abat les policiers. Je pense que les policiers aussi feraient un peu attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Paul Chouniat. Madame, Monsieur, merci également à vous de rester présents. Allons saluer rapidement
Constille Lamine qui est avec nous ce matin et qui va nous parler de ce REPCO dans le cadre du concept Salaka. Bonjour Constille Lamine. Alors bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients des magasins Sorepco. Alors ce matin, je viens encore pour l'instant de la vente des ventilateurs, des cafetières, des carreaux, des machines à laver, des cuisinières, des meubles, des salons en cuir. Tous ces articles-là, vous les avez dans les magasins Sorepco à des prix vraiment défiant toute concurrence. Et pour le compte bien sûr de ce jeudi, il est question pour moi de rappeler à tous nos téléspectateurs que vous avez encore une semaine pour vivre la grande promotion des ventilateurs. Est-ce qu'on doit encore dormir dans la chaleur? Est-ce qu'on doit encore dormir avec les moustiques à la maison? Est-ce qu'on doit encore envier le voisin parce qu'il a les ventilateurs chez lui? Donc aujourd'hui, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le type de maison, bien entendu que ce soit dans un immeuble, dans un appartement, dans une maison en planche, une maison semi-dure, une maison en dur, chacun devrait avoir un ventilateur à la maison. Pour dire tout simplement, wa pour la te ventilateur nyabwame, alande au Sorepco, wa pour la te ventilateur ni dodi, alande au Sorepco. If you want fine ventilateur, just go for Sorepco. If you want ventilateur with fanyo, ventilateur with shito, ventilateur with nyanga, just go for Sorepco, because que Sorepco, they for sell fine ventilateur for cheap price. So any man must go for Sorepco. Alors parlons donc des avantages de ces ventilateurs. Je rappelle que c'est des ventilateurs présentables, c'est des ventilateurs nyanga, c'est des ventilateurs qui ne consomment pas assez d'énergie, c'est des ventilateurs durables, des ventilateurs faciles à nettoyer. Vous les avez dans les magasins Sorepco à des prix vraiment défiant toute concurrence. Vous ne les retrouverez nulle part ailleurs, rien que dans les magasins Sorepco. Vous êtes revendeur à Garoua, vous êtes revendeur à Bafoussam, vous êtes revendeur en Guelemondouka, je vous invite d'aller dans les magasins Sorepco et de faire de très bonnes affaires parce que ces ventilateurs en temps normal coûtent pratiquement 10 000 francs ailleurs, mais chez nous, vous les avez à 6 000 francs. Le ventilateur Super Océan. Regardez la présentation physique. C'est un ventilateur neuf. C'est un ventilateur de qualité. C'est un ventilateur avec 3 hélices. Vous l'avez à 6 000 francs. Le stock, il est très limité. Oui, Sorepco lance l'opération. Chaque maison a droit à 4 ventilateurs. Comment 4 ventilateurs? Un ventilateur pour la chambre des enfants, un ventilateur pour la chambre des étrangers, un ventilateur pour la chambre de papa et maman, un ventilateur pour le salon et le 5e ventilateur, pour ceux qui ont besoin d'un 5e ventilateur, vous le mettrez à la cuisine. Oui, parce que les cuisines également ont droit à un ventilateur. Oh là là. Imaginez une cuisine qui a un ventilateur. Maman va bien préparer. Oh là là. Sorepco, les ventilateurs à 6 000 francs, chers téléspectateurs. N'achetez plus n'importe quoi. Allez dans les magasins Sorepco. C'est le concept Salaka qui vous interpelle, qui vous invite. Oh là là. Ventilateur de marque Super Océan à 6 000. Ce n'est pas un poisson d'avril, ce n'est pas une blague, c'est une réalité commerciale. Un ventilateur dans le carton, un ventilateur avec garantie, un ventilateur neuf, vous l'avez à 6 000 francs dans les magasins Sorepco et ce n'est pas n'importe quelle couleur. La couleur blanche, oh là là, la gaieté, le bonheur, le style, c'est avec les magasins Sorepco, des ventilateurs à 6 000. À côté bien sûr des ventilateurs, on parle également des cafetières. Oh là là, les cafetières de Sorepco. Regardez la présentation physique. Une cafetière complète, une cafetière de qualité, une cafetière qui ne consomme pas assez d'énergie. Vous l'avez à 9 500 francs dans tous les magasins Sorepco, que ce soit à Kribi, à Ibolova, à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Garoua, en Gandéré. Sorepco vous permet d'acheter une cafetière à 9 500 francs. Quel est son rôle? La cafetière vous permet de préparer votre café et de le servir à tout le monde. Vous avez une cafetière, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit quel que soit l'endroit où vous êtes. On a besoin d'avoir une cafetière pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, la cafetière aux voisins, s'il vous plaît. Parce que Sorepco vend les cafetières à 9 500 francs.
dans tous les magasins Sorepco. Alors à l'instant, ceux qui ont besoin de commander, que ce soit un ventilateur, que ce soit une cafetière, que ce soit les carreaux, que ce soit les cuisinières, que ce soit les congélateurs, les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent. Ceux qui n'ont pas l'argent, appelez. Faites des réservations. Passez vos commandes, appelez M. Kemadjou. Il va vous servir des ventilateurs à 6 000 francs, des cafetières de qualité. Vous les avez à 9 500 francs dans tous les magasins Sorepco. Dans la cuisine, ventilateur. Au salon, ventilateur. Dans la chambre, ventilateur. Au balcon, ventilateur. Au bureau, cafetière. Avec les magasins Sorepco, c'est la qualité et rien que la qualité. Merci, madame, monsieur. Bah écoutez, on se parle tout le temps sur le plateau, de toutes les façons. Et Dominique Audrey a toujours des petites choses à me balancer dans l'oreille là. Merci beaucoup, Consti Lamine. Et merci à vous, madame, monsieur. Nous le disions bien évidemment à l'entrée de cette émission ce matin, que c'est quand même fort, remarquable que les chefs supérieurs dans le sud et le nord-ouest décident désormais de retourner chez eux. Ils ont certainement compris réellement qu'il y a une insécurité là-bas. Ils demandent cette fois-ci à être protégés par l'armée nationale, c'est-à-dire que les forces de défense qui sont sur le terrain. Et c'est de nature justement à montrer par tous les voies et moyens qu'il y a une insécurité qui est perceptible dans ces localités, dans ces deux régions en crise aujourd'hui au Cameroun. Karine Sontia, vous l'avez également lu comme nous. Mais on va prendre quelques messages simplement de nos téléspectateurs, le temps justement de marquer la dernière pause avec Consti Lamine, mais surtout entendre et écouter les différentes propositions qui sont faites sur ce plateau à travers les sujets qui ont été restitués dans le cadre de 10-12, le Zénith de ce jour. Par rapport à l'histoire du jour, c'est un homme paresseux, point final. Chez nous, les Africains en particulier, bantou ou pas, il est impossible d'aller vivre chez la femme ou que la femme s'occupe de vous à 100%. Un homme qui se respecte et se fait respecter doit être productif, accepter ses responsabilités. Alors, un autre message. C'est pas évident, hein. Tout ce gouvernement de bandits, vraiment. Vous dotez d'abord les femmes à 4 millions. Pourquoi? Ce genre de femmes pensent qu'elles sont des déesses. La dot d'une femme ne doit pas dépasser 300 000. Sinon, elle devient une marchandise. Pardon, Ça, c'est le pouvoir de Facebook. Ça, c'est le pouvoir de Facebook. On dit une chose sur le terrain, on pratique autre chose. Cette femme n'est pas sérieuse et le prouve en causant avec le père de son enfant qui paye le loyer à des heures tardives que cet homme se cherche ailleurs. On va faire comme... Bon, c'est pas un message. Dès qu'une femme n'admire plus son homme, c'est portée ouverte à tout. Qu'admirait-elle donc quand tout allait bien? Pourquoi elle n'a pas dit depuis le départ que c'est le père de Papou qui paye le loyer, Marie-Claude? Il n'a pas demandé quelle était la relation qu'elle avait avec le père de Papou. Non, mais est-ce qu'il a demandé ça? Vous trouvez une femme qui a un enfant, vous lui demandez comment ça se passe. Est-ce qu'il a demandé? Vous êtes une femme, vous êtes un homme, dites-lui la vérité justement ce que vous faites. Pourquoi vous voulez forcément que... Non, pas du tout, mais attendez. C'est la base. C'est la base. Si lui-même n'a pas posé les questions, c'est que lui-même... C'est un problème, c'est qu'elle lui aurait dit que non, le père de Papou paye la relation, c'est l'union, la réalité des gens il y a eu un travail qui est encore plus rémunérateur que cela. Comment est-ce qu'on va sois quand même sérieux. Si vous avez une relation avec un homme par le passé, si la relation justement n'existe plus, vous maintenant, dans un couple, dans un foyer normalement constitué, donnez justement le détail à votre mari. Monsieur Gachou, quand vous arrivez dans un quartier, vous voulez acheter un terrain. Vous trouvez un espace vide, vous cherchez d'abord à savoir qui sont les voisins. Vous pensez qu'il allait doter cette femme sans connaître que c'est elle qui payait? Voilà ça qu'il... Il allait doter cette femme sans savoir que l'enfant qu'il a fait dehors là... Voilà que ça lui revient... C'est un coup de poignard. C'est un coup de poignard qui est donc perdant. D'abord même qu'une femme me fait ça. Monsieur Michel Gachou, que c'est dans mon dos que j'entends ça. Vous allez faire quoi? Vous allez la tuer? On est à la télé. C'est la télé. On est déjà des choses comme ça. Allez, merci beaucoup pour ces messages. Merci à vous. Deuxième halte avec Consti Lamine. Vous nous parlez des languettes ce matin. Alors, nous allons parler bien sûr des produits qui sont en vente
au magasin 1001 tapis. Il n'y a pas que les languettes, il y a également le Von Bio Oméga 3. Et le message à la une, chers téléspectateurs, c'est de vous rappeler que vous avez encore quelques jours, à savoir la journée d'aujourd'hui jeudi, demain vendredi, samedi et lundi 31 août pour bénéficier d'une double réduction du côté bien sûr du magasin 1001 tapis sur tous les produits qui sont en vente au magasin 1001. Ceux des téléspectateurs qui ont besoin de commander un article, que ce soit le Von Bio Oméga 3, que ce soit les languettes médicales, que ce soit le correcteur de posture, que ce soit l'électroménager, l'électronique, vous aviez encore jusqu'au lundi 31 août 2020 pour bénéficier d'une double réduction sur tous les prix du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Mais pour ce qui est de cet instant, nous parlons du Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire d'origine, votre complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique. Ce complément alimentaire, comme j'ai coutume de le dire, permet de réduire les complications du diabète. Il permet de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil en anglais, vous permet également d'assouplir vos articulations. Chacun devrait l'avoir, les personnes du troisième âge, les adultes et bien entendu tous ceux-là qui ont des problèmes de diabète, des problèmes de tension. Je vous conseille vivement le Von Bio Oméga 3 qui est en ce moment en pleine promotion à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de Constilamine. Le prix de ce Von Bio est de 6 000. Mais jusqu'au lundi 31 août 2020, vous l'achèterez à 5 500 francs, le Von Bio Oméga 3. C'est l'occasion pour moi de rappeler à tous nos téléspectateurs, à tous les consommateurs du Von Oméga 3 qu'il est important de l'avoir à la maison, de l'acheter en quantité parce qu'une réduction de 500 francs, c'est beaucoup pour un concept de communication et de vente. Donc, profitez de cette réduction pour acheter le Von Bio Oméga 3 au prix de 5 500 francs jusqu'au lundi 31 août 2020. Il n'y a pas que le Von Bio Oméga 3, il y a également cette lotion, ce lait de toilette pour diabétiques. Vous l'avez normalement d'habitude à 6 000 francs, mais alors jusqu'au lundi 31 août 2020, vous l'achèterez à 5 500 francs, ce lait de toilette pour diabétiques. Parlant des modalités de livraison, c'est des téléspectateurs qui ont besoin de commander un article au concept Salaka. Les numéros de téléphone, vous les avez, appelés dès à présent. Passez vos commandes, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le pays. Le concept Salaka livre à tous ses clients. Et je rappelle que le client au concept Salaka est un véritable partenaire. Donc, motote, nye sengalemba tatan. Allande au magasin 1001 tapis. Benjana, Oben Von Bio Oméga 3. Bon Bouangaba diabète. Bon Bouangaba tension. Oben mo tatan en promotion au magasin 1001 tapis. Donc, any man must come take a Von Bio Oméga 3. Must come take a fish oil for 5,500. Thank you plenty and see you tomorrow for another publicity with the concept Salaka. Just no, na with Salaka. Merci Constilamine, merci à vous madame, monsieur, merci de nous retrouver demain. Il y a encore des sujets intéressants qui vous seront restitués, mais surtout, il y a qu'ensemble nous allons construire le Cameroun. Il y a qu'ensemble nous allons vous montrer le vrai visage de ce pays. Il y a qu'ensemble nous allons restituer les valeurs qu'il faut aux générations, mais surtout à ceux qui ont encore des oreilles, des yeux pour nous voir et nous entendre. À demain, avec le même plaisir.